Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mickaël Godet, directeur général de Kranich, et j'ai le plaisir de partager ce webinaire avec Nicolas Randria que vous connaissez tous. Je suis heureux de vous retrouver ce matin pour ce webinaire et je vous remercie de prendre le temps d'être avec nous. Le contexte en fait, dans lequel on évolue est particulièrement, je dirais, peut-être tendu, mouvant actuellement. Les changements réglementaires se succèdent. L'actualité du secteur nous le rappelle d'ailleurs encore aujourd'hui Il parce faut qu'il y l'appeler, a voir si le son décret équipement et les ouais, différents c'était ça le truc. C'était l'élec. amendements relatifs. Et là, ouais, il faut couper Le les micros, délai, parce pardon. qu'au niveau administratif et tout ça, c'est bon. Désolé, je fais la petite pause, mais c'était pas possible de continuer. Et avant Donc, les tu as une vacances, ligne sur le délai de travaux. non, non, C'est tout fait? Ah, c'est beaucoup plus, il n'y a rien à faire. Il y a un micro, Mickaël, ton micro est coupé, mais il y a un micro qui est activé. C'est bizarre parce que je pensais que tout était désactivé. C'est le micro de, je vois, Patrick Vessillier, il me semble. Ah non, ça là, je vois si je peux couper. Voilà, j'ai désactivé le micro. Hop là. S'il y Non, arrive, tu peux. je m'en occupe. Alors ça ne marche pas chez moi. Si c'est bon. Désactiver. Je vais voir si je Bon, peux désactiver désolé. l'ensemble des micros. Ouais, désolé pour Les ce aléas du petit direct. temps de se mettre en place. En tout cas, ce que j'étais en train de dire, c'est que le contexte, il était particulièrement tendu, voire mouvant. Il y a des changements réglementaires qui se succèdent. D'ailleurs, l'actualité du secteur nous le rappelle encore aujourd'hui, ou des discussions dans les minutes à attends, venir j'essaie juste. sur le décret et les différents amendements relatifs au passage de la TVA 5.5 vont être discutés au Conseil supérieur de l'énergie. C'est vrai que c'est pas l'objet du webinaire ce matin, mais en tout cas, ça illustre bien la densité et la complexité des évolutions auxquelles nous faisons face tous les jours et auxquelles nous devons nous adapter. Et donc, c'est dans ce contexte qui nous paraît, avec Nicolas, essentiel de pouvoir vous accompagner du mieux possible. Les défis sont nombreux et nous savons qu'ils demandent à la fois le plus de clarté possible, des réactivités et de la proximité. Et donc, c'est précisément l'objectif du rendez-vous de ce matin, c'est prendre un temps ensemble pour éclairer sur ce sujet, qui est l'appel d'offres dit simplifié. Donc, avec Nicolas, on veut donner une lecture concrète des dernières actualités photovoltaïques, vous aider à mieux comprendre ce dispositif, et bien sûr, comme l'a dit Nicolas, répondre aux différentes questions afin que vous puissiez repartir avec des éléments importants, utiles directement pour la mise en œuvre de vos prochains projets. Sur l'agenda, donc on va voir pourquoi cet appel d'offres. Ensuite, on va évoquer le où et le quoi, les principaux points clés de cette AOS, avec un focus particulier sur la rémunération, les prix. Ça va être important, c'est de faire un parallèle entre les similarités et les différences avec ce qu'on se connaît aujourd'hui d'un appel d'offres classique, pour finir sur un résumé et surtout évoquer ensemble qu'est-ce que sera la suite. Alors, pourquoi cet appel d'offres simplifié a été mis en place? Du point de vue de l'État, il y avait, on va dire, plusieurs problématiques qui se posaient. D'abord, ce qu'on a pu observer, c'est un très fort développement de la tranche 100 kg à 500 kg. On parle d'ici d'environ un peu plus de 12 gigas de projets qui ont été déposés fin 2024, alors que l'objectif initial était de 2,9 gigas. On est donc sur un volume qui a été 4 fois supérieur à ce qui a été prévu. Ensuite, il y a une incertitude forte parce qu'il y a beaucoup de projets qui ont été déposés en DCR et qui ne se concrétisent au final pas sur le terrain. Autrement dit, on va dire que tous ces volumes ne sont pas traduits en installation réelle et donc, du point de vue de l'État, ça pose question sur la fiabilité du dispositif. Et enfin, il y a bien sûr le coût des soutiens, puisqu'il y a beaucoup de projets qui sont déposés. Plus le coût pour l'État est important, et donc aujourd'hui, ce qu'ils souhaitent, c'est avoir, vous le voyez bien, au-delà du photovoltaïque, c'est-à-dire d'avoir le plus de maîtrise possible sur le budget, donc maîtriser les volumes et concentrer les aides là où elles sont, d'après eux, les plus efficaces. Et donc, c'est dans ce contexte qu'a été pensé l'appel d'offres simplifié.
Face à ces problématiques, il y a une première partie de réponse qui nous a été apportée dès mars 2025 avec la mise à jour de l'arrêté tarifaire. Et donc en mars 2025, il y a deux mesures principales qui ont été introduites. La première, ça a d'abord été la baisse du tarif avec une augmentation de la dégressivité d'un trimestre sur l'autre. L'idée là, elle est claire, c'est inciter à la concrétisation rapide des projets, éviter une inflation artificielle des volumes qui sont déposés. La deuxième mesure principale, ça a été et c'est la mesure et la mise en place d'une garantie financière de 10 000 euros. Là encore, le but, c'est, du point de vue de l'État, de responsabiliser les porteurs de projets, d'assurer en fait qu'un coût de dépôt corresponde bien à une réelle intention de réalisation. Et ces premières mesures étaient donc un signal fort de l'État pour mieux maîtriser ces volumes, sécuriser la qualité des projets, mais elles ne suffiraient pas donc à totalement répondre aux enjeux. Et c'est pourquoi il y a un nouvel outil qui a été conçu et qui est l'appel d'offres simplifié que nous allons détailler avec Nicolas. Donc, pourquoi cet appel d'offres simplifié? En quelques mots, l'AOS, ça vise les installations sur le bâtiment et les ombrières. Les puissances qui vont être concernées, ça va être la puissance P, donc toute puissance supérieure à 100 kW crête, et P plus Q qui va être la puissance inférieure à 500 kW crête. Donc on va diminuer les volumes, on va ajouter de la concurrence, certes, et on va limiter la disponibilité de l'offre dans le temps. La puissance allouée va être 192 MW crête pour la première période. On baisse le coût de l'État avec un complément de rémunération. Ça va permettre aussi d'anticiper les heures négatives. Ce sera vu un petit peu plus loin par Nicolas. Petit rappel, en 2025, on est déjà à 430 heures. Ça va être un tarif qui va être uniquement classé selon le tarif d'achat demandé et qui va être plafonné à 9,5 centimes d'euros par kilowattheure. Et quand ça va se passer? Ça va se mettre en place dès le 22 septembre 2025. Nicolas, je vais te laisser rentrer vraiment dans le sujet pour que tu puisses présenter les points Exactement. clés de chaque chapitre que tu as pu décrypter. Vous m'entendez clairement, Michael, tu m'entends bien? Je t'entends très bien, merci. Parfait, super, c'est parti, parce qu'en effet, je vais parler longtemps et autant qu'on le sache avant. Alors là, l'idée, du coup, après cette brève introduction, c'est de comprendre justement, enfin, pour vous aider à rentrer dans le texte, je pense que vous êtes beaucoup à être sur le marché ou peut-être à viser le marché du 100-500, à bien connaître, en tout cas à connaître le fonctionnement de l'obligation d'achat. Et donc là, l'idée, pour moi, c'était, enfin, pour moi et Mickaël, c'était vraiment de vous permettre de dire, OK, là, on a un texte, ça fait quand même une cinquantaine de pages, un peu plus avec les annexes. Il faut y aller, mais comment on va faire pour l'aborder? Alors, l'idée, c'était justement de prendre point par point chaque chapitre, et puis que vous compreniez finalement où sont les informations dans le texte et quels chapitres sont importants et quels sont ceux finalement qui reprennent des choses qu'on connaît déjà. Et donc c'est parti, hein. L'idée c'est vraiment, donc ça si vous avez le texte avec vous, ça peut être utile. Donc c'est vraiment de prendre, comme j'ai dit, un point par point, on va le faire, on va balayer du ensemble du document. Alors, le premier chapitre, contexte objet de l'appel d'offres, définition. Le premier 1.1, les références législatives, tout ça, on peut le passer, c'est pas vraiment intéressant. Première chose intéressante, c'est ce qu'on vous a déjà donné, c'est l'objet, c'est un résumé et ça donne aussi les infos générales sur l'appel d'offres. Ah oui, et bien sûr, hein, si vous avez des questions, avant que je parte dans mon tunnel d'explication, si vous avez des questions, donc il y a un onglet questions-réponses à côté de la conversation. Et Michael, voilà, pour apporter un peu de vie dans l'échange, s'il voit qu'il y a des questions qui permettent de mettre en lumière un point que je suis en train d'expliquer, elle la posera et on va s'organiser comme ça. Alors, dans l'objet, alors ça va répondre aux questions vraiment en général qu'on vous a déjà présentées. Pourquoi
ait fait l'appel d'offres, et ça vise la réalisation et l'exploitation d'installations photovoltaïques sur bâtiments et ombrières. Et on verra après dans la partie définition qu'est-ce qu'il y a derrière les termes bâtiments et ombrières. Peut-être que si vous dites je connais l'obligation d'achat, je sais ce qu'il y a derrière, il y aura peut-être quelques surprises. Ou en France métropole continentale, c'est important de le rappeler, pour qui toute personne, physique ou morale, pas de limitation, enfin, il y a une petite règle, il faut que le siège de la personne morale soit en Union européenne, mais voilà, clairement, votre cas pour tout le monde. Que va-t-on obtenir avec cet appel d'offres simplifié? Un complément de rémunération, et bien sûr, on ira dans le détail de comment fonctionne ce complément de rémunération. Comment y répondre? Et là, c'est une nouveauté, c'est par une plateforme dématérialisée, la plateforme potentielle, peut-être qu'elle changera de nom, que c'est comme ça qu'elle s'appelle pour l'instant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, parce que si un dossier ne passe pas par cette plateforme, il ne pourra pas être éligible. Ensuite, nous allons justement passer aux conditions d'éligibilité, et là, je fais une petite pause parce que c'est extrêmement important. L'appel d'offres simplifié vise les installations comprises de puissance supérieure, strictement supérieure à 100 kW crête et de puissance inférieure ou égale à 500 kW crête. Et cette limite aussi est valable, s'applique à la puissance Q. Je ne vais pas forcément revenir sur la notion de puissance Q, parce que c'est quelque chose qu'on a dans le photovoltaïque depuis assez longtemps. Et donc cette puissance Q, la puissance des projets qui peuvent s'ajouter à la puissance P de l'installation, ne doit pas non plus dépasser 500 kW crête. Et je dis que c'est important parce que dans l'obligation d'achat, actuellement, on a toujours un tarif qui existe, qui est disponible pour les installations avec une puissance inférieure ou égale à 100 kW crête, mais dont la puissance Q dépasserait 500 kW crête. Donc on a vraiment une complémentarité entre les deux modes de soutien. Par contre, ce qui est important à savoir, et c'est vrai qu'on aurait peut-être dû le rappeler dès le début, mais je le fais maintenant, c'est qu'à partir du 22 septembre, il n'y aura plus de tarif d'achat pour les installations dont la puissance est strictement supérieure à 100 kW crête en guichet ouvert. Toutes ces installations-là devront passer par l'appel d'offres. Je reviendrai sur ce point après parce que c'est quand même important à avoir en tête et je pense qu'on aura des questions. Passons maintenant aux critères généraux d'implantation. Ça ne change pas, vous les connaissez, c'est comme dans l'appel d'offres. Il faut que l'installation soit parallèle à la toiture ou on fait ce qu'on veut du moment que la pente soit inférieure à 10%. Enfin, on fait ce qu'on veut, on respecte quand même les règles de l'art. Comme toujours, il y a ces notions qui ont été proposées, allège, bardage, etc., brise-soleil. Bon, des brises-soleil de plus de 100 kW crête, c'est quand même pas mal. Je ne pense pas qu'on en verra beaucoup. Enfin, pourquoi pas. Les critères de puissance du site d'implantation, donc c'est la définition de la puissance Q qui n'a pas changé. Je fais un rappel. J'ai vu qu'il y avait des collectivités ou des gens qui travaillent avec les collectivités parmi nous. Pour les personnes morales de droit public, donc État, collectivité, établissement public, il n'y a pas de notion de distance lorsque les bâtiments ombrières, ça a été coupé, ont des usages distincts. C'est-à-dire que ce qui est un bref rappel de la puissance Q, c'est des bâtiments qui sont à moins de 100, des installations à moins de 100 mètres des unes des autres, sur des bâtiments qui appartiennent à la même personne et dont les demandes complètes de raccordement ont été déposées dans les 18 mois. Et quand par exemple, une commune qui a une école à un stade et qui a moins de 100 mètres entre les deux, s'il y a une installation de 100 kg sur le stade, une installation de 100 kg sur la commune, sur l'école, on considérera que ce sont des installations qui sont distinctes. Et donc, on ne va pas faire un calcul de somme, 100 plus 100, 200 kW crête, on va bien considérer que c'est une installation de 100 kW crête, une autre installation de 100 kW crête. Donc, ce qui veut dire qu'elle relèverait toujours de l'obligation d'achat parce qu'il n'y aurait pas de somme entre les puissances. Je vais constater depuis le début qu'il y avait des petits mots qui avaient disparu de la présentation. C'est possible que ça vienne du transfert, parce que j'utilise un autre logiciel que PowerPoint. Rassurez-vous, je ferai les corrections avant qu'on vous envoie la présentation. Ensuite, période de candidature, volume appelé, etc. Le titre porte bien son nom, c'est ce qui va présenter le calendrier et les volumes. Donc le calendrier, l'information qu'on a actuellement, c'est la date d'ouverture de la période. Donc c'est à partir de laquelle vous pouvez aller sur le site pour déposer une offre. Donc si vous êtes prêts, on verra après. C'est pas forcément, qu'il y a des conditions quand même. Donc c'est 22 septembre 11h et la date limite de dépôt 2 octobre à 23h59. Et après le 2 octobre, le 3 octobre, ce ne sera plus possible de déposer une candidature et il faudra attendre les prochaines périodes. Et bien justement, ces prochaines périodes,
Malheureusement, on ne sait pas encore quand elles vont commencer. Le texte prévoit 5 périodes en 2026, mais nous n'avons pas encore d'informations sur les volumes. Ça va être lié avec les échanges par rapport à la PPE3, donc la définition des objectifs de l'État, développement des énergies et des énergies renouvelables notamment, et donc du solaire. Et je dis qu'il y a une incertitude parce que dans la délibération de la Creux, qui est donc chargée de l'instruction du document et qui a aussi un regard assez précis sur l'évolution du coût de l'électricité, l'évolution de l'utilisation des réseaux, etc. Et puis d'essayer de trouver un outil qui permette de remplir les objectifs qui ont été présentés par Michael au début, de respecter donc les objectifs de l'État, de ne pas avoir une grosse inflation de demandes et de maîtriser le coût pour l'État. Donc la Creux, elle, proposait peut-être d'avoir une période par trimestre, donc 4 périodes. Et comme j'ai l'impression que la Creux est bien écoutée, il y a des modifications demandées qui ont été apportées dans le cahier des charges, donc c'est possible qu'en 2026, on n'ait pas 5 périodes, mais 4 périodes. Bon, là, on est dans la supposition, mais tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il y aura des périodes qui sont prévues, mais on n'a pas encore les volumes, mais on n'a pas encore le début de ces périodes de dépôt. Ensuite, contexte et préférences législatives et réglementaires, donc ça, c'était là un point. On passe au 1.3.1, mise à disposition du cahier des charges. Donc ça précise juste que le ministère, le ministre, donc le ministère, c'est pas lui qui fait tout, peut apporter de modifications après la désignation des candidats. Voilà. Et que voilà. Ensuite, qu'il y a aussi des questions qu'on pouvait poser. C'était 38 jours avant la date d'ouverture de la période, donc il fallait faire ça assez rapidement avant le 15 août à peu près, et des réponses seront apportées 15 jours avant la date d'ouverture de la période, donc normalement le 7. Réception et classement des offres. Donc ça explique finalement comment comment va fonctionner la Creux. Il y a aussi des informations sur des méthodes de tri si l'appel d'offres est souscrit. C'est quand même peu probable que ce soit le cas, donc je vais passer dessus. Ça, c'est un peu de la tambouille interne, hein, c'est pour ça que je ne vais pas dans les détails. L'examen des offres, ça explique comment va regarder, la Creux va regarder le dossier, les conditions de recevabilité. Évidemment, si le dossier est vide, ça ne marche pas. Si l'objet n'est pas respecté, ça ne fonctionne pas. Comme j'ai dit, si c'est déposé en dehors de la date de période, ce ne sera pas retenu. Donc voilà, c'est des conditions, on va dire, assez simples d'éligibilité ou non de l'offre. Et il y a aussi des conditions d'admissibilité qui seront précisées dans la partie 2. Ensuite, la Creux transmet au bout de 4 semaines après la date limite des offres au ministère ou au ministre, qui après, lui, va désigner les candidats retenus ou non par la plateforme. Donc, il y aura une information directement sur la plateforme potentielle et également une publication sur le site du ministère. Donc, 2 moyens d'être prévenu. Je pense que le plus simple, clairement, c'est pas de refresh le site du ministère, mais directement de se connecter à la plateforme en connaissant le délai. Si le projet est non retenu, ça peut arriver, une restitution de la garantie financière qui sera soit automatique ou soit demandée si c'est une consignation. Donc ça, la garantie financière, après, quand elle est juste avec un organisme bancaire, c'est en fonction de comment est rédigé le contrat. Et si c'est une consignation, donc auprès de la Caisse des dépôts et de consignation, attention, c'est bien quelque chose qu'il faudra demander. Mais ça, bien sûr, c'est aussi abordé un peu plus dans le texte. Point important, les définitions. Alors, on connaît pas mal déjà, mais là, j'ai noté celles qui diffèrent de l'obligation d'achat. La première, c'est l'achèvement. L'achèvement, on connaît, pour le substant, c'était l'attestation S21, la date de l'attestation S21. Là, l'achèvement, c'est l'attestation de conformité réglementaire, donc en gros, c'est la même chose que l'attestation S21. Elle sera un petit peu différente parce qu'il y aura des questions qui seront abordées, qui seront liées à l'appel d'offres, et sinon, les vérifications vont grosso modo être les mêmes. Et c'est au moment où vous mettez en ligne cette attestation de conformité que c'est ce moment où vous mettez ce document en ligne qui va être considéré comme la date d'achèvement. Donc, si vous retenez que c'est aussi l'attestation S21, on pourrait y trouver un autre nom, hein, attestation en S, mais grosso modo, c'est la même chose. Alors, la définition de bâtiment a changé. La définition de bâtiment n'a pas changé, mais la définition de hangar n'apparaît plus dans l'appel d'offres simplifié. Un bâtiment, c'est considéré maintenant comme un ouvrage fixe, couvert sur 3 faces clos et également une stabulation sans condition de clos pour loger du bétail. Et je me suis renseigné sur ce qu'était le bétail. Vu que je ne savais pas, je pensais que c'était que les vaches en gros. Et voilà, donc c'est tout sauf de mémoire
tout ce qui est volaille, et c'est tout, je crois. Donc les porcs, ça rentre dedans, le mouton aussi. Voilà. Donc ça, c'est important parce que, certes, la définition de hangar a disparu. Donc il y a peut-être des cas très précis sur lesquels, je sais pas, des bâtiments ouverts sur deux faces et pour d'autres types de bébêtes, Et là, on a une petite pour d'autres question. types d'animaux qui peut-être ne rentreraient pas dans le cadre de l'appel d'offres. Dans la définition de hangar, on avait aussi différentes activités, que ce soit activités sportives, scolaires, périscolaires. Tout ça, c'est repris dans la définition d'ombrière. Nicolas? Donc, oui, je ne l'ai pas mise tout de suite. Date extrêmement importante, c'est la date de désignation. C'est un peu aussi important que la date de demande complète de raccordement dans le cadre de l'obligation d'achat. C'est en gros la date de l'envoi du courrier sur lequel, via potentiel, donc un courrier dématérialisé, mais qui vous dit ça y est, vous êtes horaire. Et c'est à partir de cette date-là que vous verrez, il y a plusieurs délais qui seront calculés. Bien sûr, on reviendra dessus après. L'installation, donc la notion d'installation précise qu'il est possible d'ajouter du stockage, heureusement, parce qu'on va voir qu'à un moment, on va devoir traiter avec des prix négatifs et donc de la non-injection, c'est-à-dire qu'on va devoir faire l'autoconsommation. Ça peut être bien d'ajouter du stockage et on peut aussi alimenter une installation IRVE. Et voilà, l'installation ombrière qui arrive, parce que j'avais mis par ordre alphabétique, ça reprend en partie la définition de hangar, donc ce que je vous disais, avec notamment les activités sportives, scolaires, etc. Et ça ajoute une donnée, une nouvelle information de hauteur sous panneau qui devrait être reprise dans l'autorisation d'urbanisme. Donc là, c'est une nouveauté. Il faut qu'au point bas, il y ait plus de 2,5 mètres et au point médian, c'est entre le point le plus bas et le point le plus haut, qu'on soit au moins à 4 mètres. Il y a aussi, mais je ne l'ai pas ajouté parce que je trouve ça assez surprenant et je ne vois pas trop la pertinence, il y a aussi une mention de tracker. Alors, pardon, s'il y a des gens qui font des trackers parmi vous et qui vous disent si, ombrière avec tracker, c'est possible, c'est sûrement possible d'ailleurs, mais après, pour une question de coût, à voir s'il y a une possibilité de rentrer dans l'appel d'offres simplifié. Mais en tout cas, il y a aussi cette notion de hauteur est prise en compte aussi s'il y a des trackers. Et donc ça, vous le retrouvez dans le 1.4 définition. Dans la notion de serre agricole aussi, cette notion de hauteur sous panneau est également présente. Et un truc qu'il va falloir connaître, qui ne s'affiche pas, décidément, j'ai pas de bol avec la présentation. Le prix spot, c'est le prix du mégawattheure qui sera livré le lendemain. C'est donc dans l'électricité. Donc là, ça nécessite, et ça nécessite aussi de comprendre un peu mieux comment marche le marché de l'électricité. Donc, l'électricité, il y a des enchères pour en gros savoir combien va coûter le kilowattheure de demain. Et en fonction de ça, voilà, c'est ce qu'on appelle le prix spot, de manière très simple. Il y a peut-être des personnes qui connaissent mieux le sujet parmi vous que moi, mais là l'idée, c'est d'avoir une présentation assez simple. Il y a aussi à nouveau les définitions de vente avec injection du surplus pardon, et de la totalité, mais là, étant donné que sur du 100-500, il n'y a pas forcément de différence entre le fait qu'on soit en autoconsommation ou vente totale, donc je les ai pas reprises. Parce que vous savez que cette histoire de prime à l'autoconsommation, etc., c'est vraiment lié à l'obligation d'achat. Et la prime à l'autoconsommation, même s'il y a une prime au prix négatif, c'est pas tout à fait la même chose. Donc qu'on soit en vente totale ou en autoconsommation, il n'y a pas de différence. Et là, de toute façon, on va le voir par rapport à comment est construit l'appel d'offres simplifié. C'est absolument important, à mon sens, de faire de l'autoconsommation. Une petite pause peut-être, s'il y a des questions. Tu m'entends? Je profite, je vois qu'il y en a deux dans la discussion. Bonjour, transmettrez-vous vos documents participants? Je pense que oui, l'enregistrement est prévu et les documents, en tout cas moi je le ferai, j'y tiens à faire une petite correction des coquilles que j'ai laissées dans le document. Et date du 22 septembre pour mise en œuvre, peut-on continuer jusqu'au 22 septembre avec les règles actuelles? Oui, tout à fait. Bâtiment volaille, pas d'OS donc, ça dépend sur le bâtiment volaille. Si vous pensez aux ombrières sur parcours de volaille, non, malheureusement, ça ne rentre pas dedans. Et si vous pensez, alors après, si c'est un bâtiment qui est clos sur au moins 3 faces, et s'il y a des volailles dedans, ça rentre. Parce que quand le site bâtiment est clos, c'est bon. Mais s'il y a plus d'ouverture, en effet, ça ne peut ne pas rentrer dedans. Quand je parle
dans les définitions, on pourra regarder après s'il y a des questions plus précises dessus. Regardez bien, il y a des notions d'abri, il y a des notions enfin, il n'y a pas que juste un bâtiment sous lequel il y a des volailles, il y a notion d'abri et je le reprends. Hop, parce que j'ai bien sûr le texte avec moi. Voilà, logement. J'ai l'impression que le texte, la différence entre logement ouais, non, il n'y a pas d'activité. On parle juste de loger voilà, on parle de loger du bétail. Donc le bétail, bovin, ovin, caprin, porcin et chevaux. Donc en effet, pour les volailles, c'est pas, enfin, ne sont pas dedans pour la stabilisation si il n'y a pas trois faces qui assurent le clos. S'il y a trois faces, c'est un bâtiment, donc c'est en dedans. S'il y a moins de trois faces, s'il y a des volailles, en gros, c'est pas possible. Voilà. Et donc il y a bien une notion de loger du bétail. Et donc si c'est juste, je ne sais pas si ça existe, mais un parcours pour moutons, vu que c'est pas du logement, là, ça c'est pas possible. Pour la partie après, comment ça se passe? Je vois qu'il y a une question sur est-ce qu'on passe par le site d'Enedis, je reviendrai dessus. Et l'attestation de conformité sera à faire par un bureau de contrôle. Oui, ça ne change pas. Voilà. Comment ça, vous m'entendez pas? Ah mais moi j'entends personne. Ah, c'est moi qui, quand je te pose des questions, tu ne m'entends pas. Non, je m'entends pas, Mickaël. Ok. Ah mince. Mais vous m'entendez quand même. Oui, oui. Parce que disons, si je me dis, ça fait une demi-heure que je parle et qu'il n'y a personne qui m'entend. Ouais, ben mince. Je vais voir. C'est un problème de casque. Très bien. Mickaël, tu m'entends toujours? Oui, je t'entends bien. Ah, mais là, je t'entends. Ok, Ah, bah, super. Non, génial. mais je Ok. n'entendais pas Mickaël, donc peut-être qu'il essaie de me poser des questions. Mais c'est ça. Ok, très bien. Ok, bon, je passe comme ça, j'espère que vous m'entendez aussi bien. Je reprends. Ben, si tu avais des questions, du coup, si on ne rentre pas dans ces conditions, pas d'AOS. Oui, s'il y a des conditions, en effet. Hein, si on ne rentre pas dans les conditions, pas d'éligibilité à l'appel d'offres simplifié. C'est clair. Ok, je reprends. Alors, je reprends mes notes et je retourne sur la présentation. Donc là, justement, vous me posiez des questions sur les conditions. On y arrive. Les conditions d'admissibilité. Vous allez voir, enfin, je ne vais pas dire que le texte n'est pas si difficile. Enfin, le texte n'est pas si compliqué que ça, parce que pour ceux qui connaissent l'obligation d'achat, ça reprend quand même pas mal de choses qui sont connues. Et après, les restrictions, enfin, ça vient du mécanisme de l'appel d'offres simplifié et ça reste assez logique en fait. Mais on va voir ça ensemble. Ok, donc justement, on parlait de l'organisme de contrôle. Oui, hein, c'est un organisme de contrôle agréé. C'est le même principe que pour l'attestation S 21. Pardon, je buvais. Donc là, le 2 dit juste que l'ACRE va vérifier les conditions d'admissibilité. Après, le gros du boulot va être aussi fait par l'organisme de contrôle dans le cadre de l'attestation de conformité. Et attention, et ça, la notion d'admissibilité, c'est important. Si vous envoyez les documents et que vous êtes lauréat, mais que finalement, on se rend compte en vérifiant les détails que le projet n'est pas admissible, déjà, il y a un vrai risque de prélèvement de la garantie financière et éventuellement des sanctions. Alors, à chaque fois, dans le texte, qu'il y a un risque de prélèvement de la garantie financière, c'est toujours à côté ajouté qu'il y a un risque de sanction, mais on va le voir très rapidement dans la partie sanctions, c'est quand même, je pense, pour des cas un peu Nicolas, spécifiques. Oui. il y avait des petites questions que je voulais partager avec toi. Cas pratique, j'ai fait ma demande de RAC avant le 22 septembre. Après, j'ai ma complétude qui arrive après le 22. Est-ce que je dois basculer sur un AOS? Non, c'est la demande complète de raccordement qui est importante pour l'obligation d'achat. Et d'ailleurs, on est sur un projet de quelle puissance? Il n'y avait pas la question, mais il y avait une autre question qui était qu'est-ce qu'on fait quand c'est inférieur à 100 kg? C'était pas dans les questions-réponses, mais j'ai vu ça dans le fil des conversations. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Si la puissance est inférieure à 100 kg, on reste dans l'obligation d'achat. Exact. Merci. Ça, voilà, on peut se détendre par rapport à ça. Il y a une autre question, est-ce qu'il y a des critères pour les entreprises pouvant déposer des dossiers? Parce que c'était un sujet à un moment donné. Est-ce qu'il y a des critères précis?
tout le monde peut déposer, hein, c'est ce que j'ai dit au début, hein, tout le monde peut être producteur. Il faut juste être. Alors, il y a une condition après, c'est une notion du lieu du siège social qui doit être de mémoire en Union européenne, c'est ce que j'avais vu. Mais après, justement, le chapitre, enfin le paragraphe donne la référence. Bon, après, ça concerne. Voilà, c'est quand même. Mais sinon, après, il n'y a pas de restriction. Il ne faut pas Ok, être développeur ou quoi que ce soit. Et ça peut être, on le verra après, ça peut être déposé par une autre personne au nom du producteur aussi. ok, Ça fait très bien. partie des documents qui seront demandés. Pour compléter, peut-être que vous allez me trouver un site là-dessus, mais vous comprendrez pourquoi. Si la puissance est inférieure à 100 kg, mais si par hasard la puissance Q dépasse 100 kg, c'est pas grave, on reste quand même dans le contexte de l'obligation d'achat. Je continue sur les conditions d'admissibilité? Ou est-ce que tu as d'autres Ouais, questions à me partager? ouais, j'ai deux questions, je pense que ça peut être bien, qui vont dans ce sens. Par rapport à l'attestation de conformité, Oui. signifie attestation AS21. Et s'il n'y a pas Oui. tous les documents administratifs qui en découlent, ou c'est une simple attestation de bureau de contrôle pour le consuel? Alors attention, hein, c'est pas de la partie, c'est pas la partie électrique. Et d'ailleurs, la conformité électrique, je l'ai pas vu abordée dans le texte. Alors, il faudra hein, respecter ces règles, bien sûr, mais on parle vraiment de l'attestation de conformité réglementaire. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que dans le texte, à chaque fois, il y a 3 ou 4 références. Euh, c'est assez bizarre comment ça a été rédigé, mais quand on va voilà, à la racine de chaque référence, on se rend compte qu'à chaque fois qu'il parle d'attestation de conformité, c'est bien l'attestation de Ok, conformité par l'organisme de contrôle agréé. Et je vous rappelle que vous trouvez le questionnaire, en quelque sorte, qui est utilisé par l'organisme de contrôle sur le site du gouvernement. C'est quelque chose, je crois, qu'on a partagé la dernière fois pardon, la foire aux questions. C'est une oui. question qui a été posée, normalement, c'est dans la foire aux questions. Et si, et avant que tu continues, une question, si on a déposé un dossier, il manque une pièce qui convient pas, le dossier, ben, du coup, il n'est pas jugé complet. Et est-ce qu'on peut avoir une demande de complément ou bien c'est refusé d'office et après ça nous oblige à passer en AOS? Non, mais on va le voir plus tard, mais je vais quand même noter la question pour être sûr que ce à quoi je pense y répond, et sinon, bien sûr, et ça, je ne l'ai pas dit, mais vous le savez, je n'ai pas forcément réponse à tout, même si j'aimerais bien. Et s'il y a une question où j'ai un petit doute, je prendrai le temps de bien trouver la référence et après de vous la partager, après avoir comment on la partagera. Je pense que ce sera au moins dans la foire aux questions. Donc, s'il y a un document qui manque, de mémoire dans dans le 6 ou dans le 7, c'est ça abordé. Mais c'est clair que s'il y a un document qui manque, mais c'est juste, si c'est pas un des documents qui sont absolument importants, comme l'autorisation d'urbanisme, mais si c'est une pièce, je sais pas, une pièce qui peut arriver à manquer, il y a pas de, il faut juste la fournir et ça va. Mais c'est dit dans le texte Très un bien. peu plus. Voilà. Je te laisse continuer. Ok. Merci pour vos questions. Ensuite, donc, conditions d'admissibilité. On arrive dedans. Respect de l'objet de l'appel d'offres. Est-ce qu'on a dit au début, si c'est pas c'est pas respecté, ça entre pas. Si la puissance est inférieure à 100 kg, on n'est pas dedans. Si c'est une installation en Corse, ben, on n'est pas en France métropole continentale, ça n'est pas dedans. Si c'est pas sur un bâtiment comme ça a été défini, si on n'est pas sur une ouvrière, voilà, donc si on n'est pas dans l'appel d'offres, ça c'est important. Détention et autorisation d'urbanisme, ça c'est super important. Et surtout, rappelez-vous qu'il faut qu'il y ait la puissance dedans et également les hauteurs de l'installation, parce que c'est des choses maintenant qui sont vérifiées. Pour bâtiment, pour les ombrières et pour les serres agricoles. Pas sur le bâtiment. Ah, je me rappelle d'avoir vu une question. Pourquoi il y a des notions de hauteur qui sont arrivées? C'est une excellente question. Je me demande si c'est pas un résidu lié à l'agrivoltaïsme. En gros, pour pouvoir faire passer les machines en dessous. Ou alors, il va juste être sûr que s'il y a des machines qui passent sous une serre agricole ou sous une ombrière, que ça puisse être fait. J'ai l'impression que c'est ça. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, nouveauté de l'installation, c'est quelque chose qui est apparu aussi. Enfin, il y a des éléments qui étaient déjà présents dans l'obligation d'achat. Il faut que les travaux commencent à être réalisés après la date limite de dépôt des offres. Bon, vous n'avez pas commencé l'installation avant. Et que les éléments constitutifs soient neufs. Donc, le panneau, moduleux, etc.
Et il y a la possibilité de réutilisation si les éléments sont remis en état, si une attestation, etc. Ça, c'est des choses qui sont expliquées là et qui sont aussi apparues en mars 2025 de l'obligation d'achat. Et oui, et puis c'est possible aussi qu'il y ait un renouvellement d'une installation existante si l'ensemble des éléments ont été remplacés ou si ça a été remis en état, mais tout ça, pareil, après la date de limite de dépôt des offres. Donc pas de désignation, hein, bien date limite de dépôt des offres. Il y a une petite, il y a là deux dates qui sont importantes. Exploitation par le candidat. Donc là, le candidat doit être le producteur. Il y a possibilité, bien sûr, de changer de producteur. On verra après sous quelles conditions. Enfin, les conditions, principalement, c'est sur la garantie financière et de bien dire qu'il y a un changement de producteur. Et le dossier peut être aussi déposé par un mandataire. Des choses après qu'on connaît déjà, non cumul des aides. On a une aide nationale, et ben on ne va pas cumuler avec des aides locales, éventuelles aides, je pense à Climaction, je sais qu'il y avait eu des aides aussi dans le sud de la France, éventuellement des aides européennes. Si ça porte sur le même objet, si c'est des aides pour une installation photovoltaïque, non. Si on est sur des aides peut-être par du désamiantage, comme ça a été proposé une époque en Bretagne et en Auvergne-Rhône-Alpes, là on est sur du désamiantage, donc là on n'est pas sur le même objet, donc c'est sûrement possible de les cumuler, après à voir comment seront définies aussi ces aides. Pas être une entreprise en difficulté, ça c'est quelque chose qui est apparu dans l'arrêté tarifaire dès 2021. La règle de Deckendorf, c'est il ne faut pas non plus être une entreprise où vous avez une injonction de récupérer des aides. En gros, bon, c'est qu'il y a eu des choses un peu louches qui se sont passées, peut-être. Voilà. Empreinte carbone et résilience, on reste sur le même fonctionnement dans l'évaluation carbone simplifiée et sur les mêmes conditions que l'évaluation carbone, donc, qui vise bien le laminé du module, doit être inférieur à 740 kg équivalent CO2 par kilowattheure. Attention, il y a des critères de résilience qui vont apparaître à partir du 1er janvier 2026, c'est prévu dans le texte, mais malheureusement, ces critères ne sont pas encore définis. En reprenant le NZIA, le Net Zero Industry Act, qui est un texte européen, et également l'arrêté tarifaire, dans l'arrêté tarifaire, il y a une notion justement de modification des critères de résilience qui est prévue avec un panneau avec 3 étapes résilientes, donc cellule, module et autre chose, peut-être lingot, je ne sais pas, je ne connais pas assez. Il faudra demander à un sachant. Peut-être que toi, Michael, tu auras des réponses à donner par rapport à ça. En tout cas, dans ces 3 étapes, les étapes résilientes, comme c'est écrit dans le Net Zero Industry Act, il ne faut pas qu'on soit dépendant pour ces étapes d'un pays hors Union européenne à plus de 50%. Et la condition actuelle, enfin la condition, le pays pour lequel actuellement c'est le cas, eh ben, c'est la Chine. Donc, quand on traduit ça de manière un peu sommaire, c'est que dans ces panneaux, il faut qu'il y ait 3 étapes, donc cellule, module et une autre, peut-être Michael, tu pourras me dire, peut-être l'assemblage, tout simplement, l'assemblage c'est une étape, ne soit pas faite en Chine. Voilà. Oui, l'assemblage c'est clairement une étape, après peuvent être ajoutés le verre, c'est des discussions et cette partie n'est pas encore figée. Ouais, ça, c'est pas clarifié encore, donc ça, il faudrait être vigilant par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est un peu, je ne vais pas dire c'est un peu délicat, mais c'est que là, malheureusement, finalement, vous allez comprendre en gros que si vous n'avez pas déjà un projet sur les rails avec l'autorisation d'urbanisme, la garantie financière qui est déjà demandée, vous n'allez pas pouvoir répondre à la prochaine session. Et que les prochaines sessions vont arriver en 2026, c'est sûr, mais on n'a pas d'infos sur les volumes et il n'y a pas d'infos sur la résilience. Donc, et ça fera partie, je pense, de la discussion peut-être qu'on aura à la fin, si on a le temps, c'est de se dire concrètement quels conseils, recommandations donner, voilà, que penser de ce texte. Et peut-être aussi vos retours peuvent être intéressants, parce que je pense que vous avez déjà beaucoup à avoir réfléchi sur finalement comment faire des installations, des projets à plus de 100 kg avec ce contexte actuel. Et que je mets après d'autres critères à venir, parce que vous avez sûrement vu passer un projet d'arrêté par rapport à la TVA. Alors, c'est pas que je le souhaite, mais c'est qu'il y a eu des critères qui sont apparus sur la quantité d'argent, notamment, et j'ai plus les autres éléments en tête, mais ça reviendra quand on sera sur le slide éventuel de la TVA, si vous avez des questions dessus. Donc, des conditions autres que la partie carbone sur les modules. Je me dis, dans peut-être un souci de cohérence ou de défendre ces aspects-là, peut-être que l'État va aussi le prendre en compte dans les critères de résilience. Là, c'est vraiment, je ne sais pas, mais je me dis que c'est quelque chose qui peut peut-être arriver. Voilà. Et puis, bien sûr, si les installations ont déjà été désignées lauréates, il y a
Bon, c'est pas forcément possible de répondre, ou alors il y a des, enfin, oui, c'est pas possible de répondre, ou alors s'il y a eu un refus de le faire, et ben voilà, c'est expliqué au 2-9. Bon, ça sera quand même pour plus tard. Forme de l'offre et pièces à produire, c'est donc toujours de manière dématérialisée sur la plateforme potentielle, uniquement, c'est important, sinon c'est pas éligible. Déjà, il faut savoir à qui l'envoyer. Ce n'est pas forcément évident et inutile. Bien sûr, pas de modification après la date de limite de dépôt. C'est possible enfin, c'est une offre pour une installation et pour une période. C'est bien sûr possible de faire une installation sur plusieurs bâtiments, mais ça, voilà, c'est rappelé, c'est important. Les pièces à produire, il y en a 3. La première, c'est l'identification du candidat, le CABIS ou l'identité de la personne, si c'est une personne physique. Si il y a une personne, un mandataire qui vient signer, ben c'est bien précisé qui c'est, une délégation de signature qui sera présente en annexe 4, et la garantie financière. Donc l'explication est présente ici au 3.2 du type de garantie financière, date de prise d'effet ainsi que la durée de la garantie. Les justificatifs attendus pour une garantie à première demande. Garantie de première demande, c'est quelque chose qui va être négocié avec un organisme bancaire, par exemple. Donc, tout ça, pour le cadrer, il y a un modèle en annexe 2 du cahier des charges, il y a un modèle de la garantie à première demande et un modèle d'attestation qui sera à fournir. Et pour une consignation des sommes, auprès de la Caisse des dépôts et de consignation, la pièce à fournir, ce sera le récépissé de consignation. Lorsque la garantie financière est apparue en mars 2025, il y a eu des discussions disant quand est-ce qu'on peut récupérer cette garantie financière, parce qu'on n'a pas envie, enfin mais on n'a pas d'intérêt économique à faire le projet parce qu'on a des obstacles liés notamment au coût de raccordement ou au temps de raccordement. C'est présent dans le texte, mais c'est pas tout de suite. Ça arrive bien plus tard, de mémoire au 5 ou au 6. Mais en tout cas, ces conditions-là sont bien précisées un peu plus haut. Hop. Petite pause peut-être, s'il y a des questions. Ouais, il y en a beaucoup, que ce soit dans la conversation ou dans les questions-réponses. Donc, juste pour signaler, je n'arriverai pas à toutes les poser, sinon on va faire un webinaire qui va être jusqu'à 14h. Et c'est pas que ça dérange, mais ce qu'on a noté avec Nicolas, c'est on va à la fin noter toutes ces questions, les regrouper par thématique, et on va y répondre. Il y aura une foire aux questions. Vous retrouverez ça sur le site internet et sur le webshop de Kranich, donc en synthétisant tout. Mais j'essaye d'en prendre quelques-unes à la volée pour pas, en tout cas pour dynamiser, pas créer trop de frustration là-dessus. La première que je vois, c'est est-ce que la présentation défile? Pardon, mais c'est vrai que si je défile et que vous ne voyez pas défiler, ça me pose problème. C'est bon pour vous ou c'est un problème de chez moi? Là, on est bien au 4, classement des offres, les critères de classement. Tout va bien. Ok, parfait. Là, il y avait par exemple une question qui revient et que j'entends souvent, c'est j'ai un projet de 500 kg, je souhaite le déposer en 2 fois 250, est-ce que c'est possible? Bon, oui, il n'y a rien dans le texte qui l'empêche. Ok. Il y a une question, peut-être, j'espère pas mettre à défaut, mais concernant les onduleurs et donc la partie résilience, est-ce que ça doit être 100% de fabrication Union européenne? Je vais regarder le texte. Hop. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais normalement, alors c'est vrai que là, je pense que c'est onduleur résilient. Alors, attention, résilience, la notion de résilience, elle est définie. Alors, j'ai été lire une partie du Net Zero Industry Act, en tout cas le résumé qu'on a fait sur le gouvernement. La notion de résilience, c'est bien ce que j'ai dit pour certaines technologies photovoltaïques. J'ai retenu photovoltaïque, possible qu'il y ait de l'hydraulique, également les pompes à chaleur. Il ne faut pas que, en gros, ce marché soit dépendant à plus de 50% d'un seul pays en dehors de l'Union européenne. Après, pour les onduleurs, concrètement, est-ce que c'est le cas? J'ai l'impression que la fabrication est quand même assez mieux répartie. Je n'ai pas l'impression qu'on importe 50%, plus de 50% de nos onduleurs de Chine uniquement. Si c'est le cas, eh ben, ce critère de résilience, ça sera dire en gros tout sauf un onduleur qui vient de Chine, ou je ne sais pas si ça vient de Corée du Sud. Ou d'ailleurs, pareil, s'il y a plus de 50% qui viennent de Corée du Sud, la critère de résilience sera dire qu'il ne faut pas que ça vienne de Corée du Sud. Et donc, en fait, ce critère, et je pense que c'est important de le comprendre comme ça, le critère, c'est pas il ne faut pas que ça vienne de Chine, c'est il ne faut pas être dépendant à plus de 50% d'un État qui n'est pas en Union européenne.
Et ça, bien sûr, c'est pas expliqué dans le texte, il faut aller regarder le Net Zero Industry Act pour le comprendre. Merci, Nicolas. Avec plaisir. Hop, je reprends. Ouais, donc, alors oui, il y a une question que j'ai vue. Vous avez trouvé que je suis très insistant, mais peut-être qu'il y a une raison. Si j'ai un projet de 500 kW de crête, mais que je souhaite le déposer en 250, est-ce possible? Donc ça, j'ai répondu. Mais s'il y a un projet de 500 kg et qui est déposé à plusieurs installations de moins de 100 kg, là, ça ne sera pas possible. On ne sera pas dans l'appel d'offres simplifié. Il faut bien que les puissances soient supérieures à 100 kg. Ah, voilà une question. Peut-on faire 5 raccordements de 99 watts crête, donc je pense kilowatt crête P plus Q, et ainsi ne pas passer par l'appel d'offres simplifié et ne rester sur l'obligation d'achat normale? Faites attention, parce que c'est possible, mais quand l'État va se rendre compte que tout le monde fait ça, alors déjà, il va y avoir un gros impact sur le tarif 3600, mais forcément, il risque de changer les règles du jeu, et voilà. Donc, oui, c'est possible, et ça fait partie, en effet, des pistes pour ne pas rentrer dans l'appel d'offres simplifié. Et j'ai bien relu 2-3 fois l'arrêté tarifaire pour être sûr que c'était possible, mais faites gaffe, ça risque de changer rapidement. On risque, enfin voilà, si l'État se rend compte qu'il y a un abus, voilà. N'y a-t-il pas une distance de 100 mètres entre deux sites à respecter? Plus 100 mètres, pas puissance Q, moins de 100 mètres, on rentre dans la puissance Q. Et pour une collectivité, on se moque de la distance. Hop là, je vais renverser ma bourde. Et surtout pour ne pas déposer la garantie financière. Oui, la garantie financière de la puissance Q n'est pas prise en compte pour l'instant. Mais c'est possible que ça aussi, l'État se rende compte qu'on évite enfin, j'évite pas, mais que la garantie financière peut être évitée comme ça. Bon, après, en fait, vos business en âme et conscience. Moi, je vous donne les informations, ce qui est possible ou pas. Et justement, sur ces points-là, j'ai quand même vérifié plusieurs fois pour ne pas donner de fausses informations. Et pour l'instant, c'est possible. Je continue sur cette parenthèse. En fait, l'arrêté tarifaire, il est construit comme ça. Il y a des règles pour le 0,9. Si le P plus Q dépasse, enfin, s'il n'y a pas d'équité pour le 0,9, si ça dépasse, on est sur la tranche d'après, 9,36. Si ça dépasse, on est sur la tranche d'après, 3,600. Et si ça dépasse, on peut avoir un tarif en gros résiduel, quelque chose comme ça, pour du P plus Q supérieur à ça. C'est la logique actuelle, donc c'est bien de l'avoir en tête. Mais voilà, à voir combien de temps ça va être maintenu. Je vois qu'il y a pas mal de questions, mais merci, comme on vous a dit, on reprendra, mais je vois qu'il est déjà 10h50 et on est à peine à la moitié des slides. Donc, je continue sur le classement des offres. Là, ça va être simple. Le classement, c'est uniquement le tarif que vous allez demander. Et ça, c'est important parce que c'est un peu ça la nouveauté. En gros, c'est le concours, c'est de se dire, là, j'ai une installation, moi, j'estime qu'il me faudrait un tarif de temps pour être rentable, et plus ce tarif demandé est bas, plus il y a de chances de remporter l'appel d'offres. Voilà. Il y a aussi des informations s'il y a plusieurs candidats qui candidatent au même moment avec le même tarif. Voilà. C'est précisé, mais là aussi c'est la tambouille interne, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Le prix plafond est communiqué, sachant que là on est sur le prix qui était, sur le tarif d'achat proposé sub 100 jusqu'à juillet. De mémoire, là, on est à 88,6 € du mégawattheure, 86 centimes d'euros du kilowattheure. Donc voilà, on a un prix plafond qui est quand même communiqué, mais ça vaut ce que ça vaut. Sachant que, comme je vous l'ai dit, en gros, c'est le moins 10 ans, c'est la personne qui se dit, OK, mon installation, grâce à l'autoconsommation collective, parce que c'est possible de cumuler justement réponse à appel d'offres et autoconso collective, j'arrive à avoir une rentabilité importante. Finalement, les kilowattheures résiduels, je n'ai pas besoin d'un tarif super important, donc je vais miser sur un tarif bas. Là, je pense que c'est le meilleur moyen justement de pouvoir remporter cet appel d'offres. Voilà. Procédure suite à la désignation des lauréats. Alors, donc, le chapitre sur la garantie financière, on présente les conditions de prélèvement, qu'il n'y a pas de respect des obligations, et les conditions de déconsignation aussi, important sur demande. Auprès de la Caisse des dépôts, ce ne sera pas forcément automatisé si vous avez fait une demande de garantie financière auprès de la Caisse des dépôts. Donc là, si une réalisation du projet avec l'attestation de conformité, il faudra faire la demande pour récupérer la garantie financière, ou si le projet n'a pas été retenu à l'appel d'offres, là aussi c'est sur demande. Tout ça est précisé au 5.1. Et ce n'est pas encore là, on parle des possibilités d'abandonner le projet.
Je le préciserai quand ce sera le cas. Les modifications du projet, il y en a, c'est possible. Ce chapitre-là précise qui contacter avec un résumé en annexe 5 et les conditions de modification. Voilà, de manière assez simple. Quand c'est dit contacter le préfet, en gros, il faut communiquer via la plateforme potentielle. Et un point important, on peut changer plein de trucs, mais évidemment, pas le tarif demandé. Après réponse, une fois que le lauréat a été désigné. Ça serait un peu trop simple. Alors, qui contacter? Pour résumer, avant la mise en service, c'est le gestionnaire de réseau via le portail raccordement. D'ailleurs, ça répond, je pense, à la question sur est-ce qu'on doit toujours contacter Enedis? Oui, il y aura toujours une demande complète, demande de raccordement, oui, qui doit être complète à faire au gestionnaire de réseau. Après la mise en service, c'est le co-contractant, donc c'est EDF obligation d'achat. Donc c'est lui qui va, en gros, voilà, gérer les échanges de la rémunération, comme pour l'obligation d'achat, c'est son nom. Avant l'achèvement, c'est le préfet, donc par potentiel, et après l'achèvement, oui, c'est également le préfet. Non, il n'y a pas de modification. Pardon. Avant, oula, j'ai sauté un slide. Avant l'achèvement, donc, c'est le préfet, et après l'achèvement, je ne l'ai plus en tête, mais de mémoire, il n'y a plus d'informations nécessaires, c'est obligation d'achat qui doit être, c'est EDF obligation d'achat, qui doit être informé. De toute façon, si besoin, voilà, j'ai l'annexe 5 sous les yeux. Oui, c'est ça. Après l'achèvement, il n'y a plus besoin de contacter, de présenter les modifications sur potentiel. Bon, après, tout ça, on l'a mis cas par cas. Dans le cas d'un changement de producteur, avant, après l'achèvement, c'est OK. Il faudrait éventuellement faire une nouvelle attestation de réglementaire s'il y a un changement de producteur après la mise en service. Changement de représentant légal de la personne morale, c'est possible. S'il y a une collectivité, changement de maire notamment, ça, il n'y a pas forcément besoin de simplification. Oui, Mickaël, j'ai entendu un bruit, je crois que c'est une question micro, non? Ah non, pardon. Non, c'est bon. C'est un artefact. Je reprends. Modification de la puissance de l'installation. Avant l'achèvement, c'est possible à plus ou moins 10%, et après l'achèvement, ça sera seulement à la baisse, et là aussi, une nouvelle taxation réglementaire. S'il y a des modifications, des installations qui sont prévues à proximité, c'est OK avant et après l'achèvement, et bien sûr, il faut que le PQ reste inférieur à 500 kW crête. Si on dépasse, on n'est plus dans l'arrêté, on n'est plus dans l'arrêté tarifaire, mais on n'est certainement plus non plus dans l'appel d'offres simplifié. C'est possible, bien sûr, de modifier l'installateur qualifié avant l'achèvement, parce que avant l'achèvement, parce que une fois que l'installation est faite, voilà, l'installateur normalement est intervenu. Modification de la nature de l'installation et de l'exploitation, ça, rappelez-vous, c'est possible dans le cas de l'obligation d'achat, et c'est les mêmes conditions. C'est de pouvoir passer de vente totale à vente de surplus. Clairement, la vente totale, on va le voir avec les conditions sur les prix négatifs, etc. Pas forcément, à voir, il y a peut-être une pertinence, vous avez trouvé une pertinence, peut-être oui, en effet, si vous faites de l'autoconsommation collective et qu'après l'ensemble, le résidu soit vendu en totalité, pourquoi pas. Donc il y a possibilité de basculer. Avant, après l'achèvement, il faut toujours respecter 2 ans, il y a 2 demandes maximum, il y a 2 ans entre chaque demande. C'est exactement comme pour l'obligation d'achat. Modification du nom du projet, c'est possible, et d'autres modifications possibles aussi, si autorisées par le préfet. Partie 6, obligation du candidat après sélection des offres. Et là, on va enfin arriver aux exceptions pour lesquelles on peut éventuellement se désengager. Donc, comme toujours, le texte rappelle que si les obligations ne sont pas respectées, on peut être pénalisé. Dépôt de la demande complète de raccordement, oui, donc il y a bien une demande complète de raccordement à faire au gestionnaire de réseau, via la plateforme du gestionnaire de réseau, ou dans les modalités prévues par le gestionnaire de réseau. Dans les 3 mois après la désignation, cette date de désignation est vraiment importante. Vous avez reçu le courrier sur la plateforme potentielle, si vous êtes lauréat, je vous le souhaite. Il y a une date dessus, et dans les 3 mois, il faudra faire la demande complète de raccordement auprès du gestionnaire de réseau, et dans le potentiel, dans la plateforme, préciser l'affaire de raccordement. Dans les 4 mois, vous avez du temps. Réalisation de l'installation, et on y est enfin. Il y a plusieurs possibilités de se désengager à réaliser le projet s'il y a un retrait d'autorisation de l'urbanisme, ou si le raccordement est supérieur à 25 centimes d'euros par watt crête, soit 250 € par kilowatt crête, après prise en compte de la réflexion, ou s'il y a un délai de raccordement prévu supérieur à 24 mois,
ou suspendu car une révision du S3R-ENR en cours. S3R-ENR, je vous rappelle que c'est le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Vous savez que pour les installations de 100 kg, il y a comment dire, un coût justement dans le coût de raccordement qui vient financer le réseau. Et ils sont modifiés à peu près tous les 10 ans. Et la modification tente d'anticiper l'évolution des volumes qui seront raccordés, des puissances qui seront raccordées sur le réseau, et donc d'anticiper les positions des postes sources, réfaction de réseau, etc. Donc forcément, tout ça, ça prend du temps, et ça amène des gros impacts sur les... Donc voilà, ça c'est des choses qui malheureusement n'étaient de mémoire pas présentes de l'obligation d'achat, et ça c'est une bonne chose que ça soit présent ici. Et puis ici, voilà, une demande qui est tout à fait justifiée, c'est possible, mais pareil, brise de prélèvement de la garantie ou sanction par l'État. Bon, après, ça dépend des cas. Voilà. Le calendrier de réalisation, donc ça, ce chapitre-là donne les délais de réalisation qui sont nécessaires et les possibilités d'allongement des délais. Le délai, c'est simple, c'est 34 mois après la date de désignation. Si l'attestation de conformité n'est pas transmise à potentiel 34 mois après la date de désignation, et la garantie sera prélevée. Et donc, il y a possibilité d'avoir un allongement. S'il y a notamment des contentieux administratifs, il peut y avoir des délais qui sont accordés. Et si vous avez une garantie à première demande qui s'achève justement 34 mois, dans les délais normaux, 34 mois après la date de désignation, de mémoire c'est 48 mois, et s'il y a des délais, il faudra renouveler celle-ci pour prendre en compte ces nouveaux délais. Bon, c'est un peu technique, mais tout ça, vous le retrouvez au 6.3. Ce qu'il y a à retenir, c'est cette notion de 34 mois. Et on n'est plus, de mémoire actuellement, cette garantie, c'est 36 mois après la demande complète de raccordement. Là, c'est un petit peu modifié, c'est 34 mois après la date de désignation de lauréat. Je rappelle qu'à la fin, on précisera, il y a une petite partie où on précise les différences et similarités avec l'obligation d'achat. Les conditions techniques de réalisation, ça c'est assez simple, ça rappelle les obligations de certification de produit, certification de qualification de l'installateur, les différentes assurances nécessaires. Donc, à savoir, il faut une certification ISO 9001 et 14001 des fabricants de modules et des fabricants modulaires. Il faut que l'installateur soit RGE ou certifié AQPV. Il y aura un petit slide juste après qui représente les qualifications existantes et on permettra de voir celles qui sont adaptées à l'appel d'offres simplifié. Il faut les assurances pour le producteur, responsabilité civile et responsabilité civile décennale. Désolé, je l'ai mis en abrégé, parce que j'ai l'impression que, comme moi, j'ai trop baigné dans ce monde d'assurance ces dernières années. Tout le monde connaît ça, mais je le mettrai peut-être en clair. En tout cas, voilà, si vous avez ça. C'est clairement ce qui est dit dans le 6K2, il n'y a pas plus. Et au 6K3, gestion de la puissance réactive. S'il y a un raccordement à HTA, il faut qu'il y ait une gestion avec une formule de la puissance réactive. Voilà. N'étant pas encore spécialiste du sujet, j'ai juste écrit comme ça, mais c'est aussi très succinct dans l'appel d'offres simplifié. Un petit rappel sur les signes de qualité existants. Donc, vous avez 3 organismes, une petite coquille chez Califelec. Donc, il y a Califelec, Quali-ENR et Calibat. Pour ce qui va être extrêmement important, c'est de bien respecter la puissance de l'installation qui va être réalisée, c'est-à-dire que les Califelec SPV1, le Cali-PV36 et Calibat 5911, pour les installations de plus de 100 kg, vous oubliez. Donc après, en fonction de la puissance, vous aurez soit Califelec SPV2, Califelec SPV3, ou le Cali-PV500, ou la Calibat 5912, ou la Calibat 5913, sachant que pour la SPV2 de Califelec et la 5912, c'est pour les installations entre 36 et 250 kVA. J'ai précisé ici le Cali-PV-BAT parce que autant Califelec que Calibat vérifie qu'il y a une maîtrise de la partie clos couvert, que Quali-ENR précise bien dans l'énoncé du Cali-PV500 que c'est les entreprises qui sont capables de faire la partie ELEC. Peut-être vous allez avoir des assureurs ou des maîtres d'ouvrage pour pouvoir aussi vérifier que les compétences pour la partie structure soit qualifié, et pour ça, chez Quali-ENR, c'est le Cali-PV-BAT. Et un rappel éventuel, chez Calibat, les qualifications sont gigognes, c'est-à-dire qu'en gros, on considère que, même si ce n'est pas forcément le cas dans la réalité, parce qu'il y a quand même des spécificités sur le marché 036, notamment la couverture en petits éléments, mais on va considérer qu'une entreprise qualifiée Calibat 5912 peut aussi faire des installations 036,
et qu'une entreprise qualifiée Qualibat 5913 peut aussi faire des installations 036 et 36250. Voilà. Et ou également une certification avec UPV, mais qui est plutôt dédiée à des entreprises qui gèrent des entreprises d'installation, mais ça ne valide pas. Enfin, ça valide un processus interne de vérification de la qualité, mais ça ne valide pas la qualité en tant que telle. Nicolas, une petite question. Est-ce que la qualification Qualifelec SPV1 à 3, elle est suffisante ou il faut aussi la mention RGE? Ah, très bonne question. Oui, en effet, chez Qualifelec, le RGE est en option, entre guillemets, une mention en plus. Et oui, vu que alors je vais reprendre. Vu que l'appel d'offres simplifié s'appuie justement sur l'obligation d'achat, l'arrêté tarifaire, et cette grosse annexe 4 de l'arrêté tarifaire qui décrit le RGE, justement, il faut que ça soit RGE. Je vais juste reprendre. Oui, exactement, c'est ça. Il faut bien la mention. Merci pour la question. C'est vrai que je n'ai pas précisé. Je l'ajouterai dans la présentation. Il faut la mention RGE. Chez les autres, CaliPV 500, il est RGE. Calibat 5911, 52, 5913 et son RGE de base. Sur la même thématique. Il y a des coûts liés, les coûts liés au contrôle sont supplémentaires pour les entreprises qui n'en avaient pas besoin. C'est pour ça que Qualifelec a fait le choix d'avoir une mention complémentaire. Et le CaliPV-BAT, il n'est pas RGE, donc on ne peut pas avoir juste une entreprise CaliPV-BAT qui va répondre à l'appel d'offres simplifié, qui va être installateur pour l'appel d'offres simplifié. Il faudra qu'il y ait une entreprise qui soit... il faudra que l'entreprise, si elle fait l'ensemble, soit aussi CaliPV 500 ou même, pas Qualifelec ou Qualibat. Après avoir si c'est pertinent de cumuler les deux. Mais en tout cas, il faut vraiment la qualification sur la partie qui englobe la compétence électrique. Nicolas? Oui. Une question. Pourquoi finalement la CaliPV 500, elle n'est pas suffisante pour le 250 kVA? En tout cas, ça a été compris comme ça. Si. Là, en fait, peut-être que ça se voit mal chez vous, mais elle est au milieu parce que c'est centré. Mais sinon, CaliPV 500, c'est bien de 0 à 500 kVA. Ok, très bien. Mais c'est vrai que c'est un problème de centrage. Voilà. Hop, j'avance. Alors, attestation de conformité. Je reprends mes notes. Alors là, comme je disais tout à l'heure, on est encore sur une attestation, on est toujours, pas encore, mais toujours sur une attestation de conformité pour les projets en obligation d'achat de puissance supérieure à 100 kW crête. Comme je disais, la trame utilisée par les organismes de contrôle, bureau de contrôle ou contrôleur technique, reste la même. Juste dans cette trame, il y a des questions qui sont à traiter si le projet répond à l'appel d'offres. Voilà, ça, finalement, c'est pas un changement. Et après, le bilan carbone, vous savez, il est aussi vérifié dans le cadre de la conformité. Sur le point démantèlement, ce point-là dit juste qu'il faut confier, juste comme bien, mais confier les éléments en organisme de recyclage après la vie de l'installation. Et puis, quelques autres obligations. On est vraiment sur de dire qu'il y a des documents qui doivent être mis à disposition les documents liés à l'installation doivent être mis à disposition de l'État et les données de production également. Ok, contrat de complément de rémunération. Alors là, peut-être que vous allez vous attendre à ce que je vous fasse le détail de comment ça fonctionne. Ce que je vais faire, je vais parcourir assez rapidement la fin des différents chapitres pour pouvoir faire après ensuite un focus justement sur le complément de rémunération et la gestion des prix négatifs. Parce que c'est vraiment ça la clé de compréhension de l'appel d'offres simplifié. Alors oui, un point important, dans l'électricité d'origine renouvelable, il y a quelque chose qui se vend aussi, qui est valorisé, c'est les garanties d'origine des fournisseurs, comme Enercop notamment, d'autres, Mint, je crois aussi, utilisent ces garanties d'origine pour certifier aux particuliers, en tout cas à leurs clients, que ils vendent de l'électricité d'origine renouvelable. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être valorisé, mais dans le cadre du photovoltaïque soutenu, que ce soit appel d'offres ou obligation d'achat, c'est l'État qui va se rémunérer, on va dire, sur ces garanties d'origine. Donc dès que, si quelqu'un, un régulateur, voudrait utiliser les garanties d'origine des installations qu'il a dans le cadre de l'appel d'offres, et boum, bien sûr, là, pour le coup, ça sera définitivement résiliation du contrat, et je pense, là, pour le coup, possible qu'il y ait des sanctions.
Bon, c'est une précision, je pense que personne ne va tenter ça. Demande de contrat de complément de rémunération. Donc, la demande complète de raccordement, vos demandes de contrat de complément de rémunération, comme pour un contrat d'achat. Et voilà, ça ressemble beaucoup à une demande de contrat d'achat. Donc là, au 7.1, vous aurez l'ensemble des pièces qui sont demandées. Les seules différences, et c'est normal, c'est que il faut préciser la référence de l'appel d'offres simplifié dans la demande complète de raccordement et l'attestation de désignation du lauréat. Ensuite, donc, concernant ce complément de rémunération, la prise d'effet du durée du contrat, on est encore sur un contrat de 20 ans, et là, la prise d'effet, c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir, c'est le premier mois suivant la date de mise en service, ou la date de délivrance de l'attestation de conformité, selon laquelle elle est la plus tardive. On retrouve cette possibilité de se dire, entre la mise en service et la date de délivrance de l'attestation de conformité, c'est la plus tard, donc on a ce petit laps de temps, et c'est bien donc prise d'effet le premier du mois suivant. Parce qu'on va le voir, après, le calcul du complément de rémunération se fait mois par mois. Et là aussi, avant, il y avait une rémunération des kilowattheures qui était injectée dans le cadre de l'obligation d'achat si on avait une mise en service avant l'attestation de conformité. Alors, ça posait toujours problème, mais il y a eu cette possibilité. Là, c'est interdit de vendre de l'électricité avant la prise d'effet du contrat. Et donc, il y a un plafonnement également, comme dans l'obligation d'achat, un plafonnement de 1100 heures, 1100 kWh par kilowatt crête. Au-delà de cette production, le surplus, ce qui va être à nouveau, la rémunération de ce qui va être injecté sera à 4 centimes d'euros non indexé, là aussi comme dans l'obligation d'achat. La seule différence, c'est que là, cette fois, on supprime la moitié des heures à prix négatif. Et là, on arrive à quelque chose qui est extrêmement important. Je vais le rappeler après, mais je vais déjà l'évoquer ici. Il y a cette notion de 1100 heures, cette notion de kilowattheure par kilowatt crête. Au cas où vous n'êtes pas familiarisé avec, c'est dommage que j'avais fait un schéma par écrit, mais bon, à la caméra, c'est pas ouf. C'est des heures, en gros, des heures pour lesquelles l'installation va produire en gros à son maximum. C'est 1100 heures à un rendement nominal, un rendement maximum. Et pendant les heures à des prix négatifs, l'État considère que l'installation produit à moitié de sa puissance nominale, et c'est pour ça qu'on en enlève seulement la moitié de ces heures-là. Gardez bien ça en tête, parce que ça va être super important quand on va évoquer la gestion des prix négatifs. Donc 1100 heures, c'est à peu près le rendement d'une installation, c'est un peu ce qu'on dit, mais peut-être que c'est mieux maintenant, mais c'est à peu près au niveau de la Loire, quoi. Donc, c'est-à-dire que quand vous l'aviez dans le cadre de l'obligation d'achat, vous avez toujours jusqu'au 22 septembre, mais il y a cette idée de se dire comment on fait pour ne pas trop dépasser en quelque sorte ce rendement de l'installation, pour ne pas avoir après de pénaliser et avoir juste un tarif à 4 centimes. Et là aussi, il y aura à nouveau il y aura ça à avoir en tête. Si par hasard je suis pas clair, on reviendra dessus sur la partie gestion des prix négatifs, c'est vraiment super important. Calcul du complément de rémunération, donc ça, je l'ai volontairement squeezé ici pour le refaire plus tard, mais plus tard bientôt. L'indexation, donc pendant la durée du contrat, le tarif demandé peut être indexé, donc il va être indexé sur la vie pendant la durée du contrat, comme c'est le cas actuellement. Vous savez que chaque année, il y a un coefficient d'indexation qui est appliqué pour le tarif d'achat, pour éviter qu'au bout d'un certain temps, ce tarif d'achat perde en valeur en quelque sorte. Et vous savez qu'il y a aussi une indexation avec le coefficient K qui correspond en quelque sorte au contexte prix du marché, qui prend en compte les prix du transport, le prix de l'acier, le coût de la main-d'œuvre. Il y a 7 éléments qui sont pris en compte. Entre 0 et 100 kg, c'est coefficienté de base. Actuellement, tant que l'appel d'offres simplifié ne s'applique pas, il y a un coefficient qui peut être modifié en fonction de la date de mise en service. Dans l'appel d'offres simplifié, il faudra que ce soit fait à la demande. Si vous dites, oui, là, je veux que le coefficient K s'implique, il faut que ça soit fait. Et au 7.2.4, après, vous avez justement à nouveau le détail de comment il est calculé. Donc, c'est important, c'est une nouveauté. Traitement des prix négatifs, je reviens sur le focus juste après. Et au cas où il y a un agrégateur qui disparaisse ou qu'il n'y a pas d'acheteur qui soit disponible,
il y a la possibilité d'avoir un complément de rémunération qui soit remplacé par en gros un tarif d'achat qui serait égal à 0,8 fois le tarif demandé, donc le tarif T qui va servir justement à, à la notation. Le tarif demandé qui va servir donc, à la notation de l'appel d'offres simplifié. Et donc voilà. Par contre, il y a des conditions. Il ne faut pas juste se dire oh non, j'ai trouvé personne, je veux bien le tarif d'achat. C'est trop simple. Il y a quand même des conditions qui ne sont pas forcément écrites dans le texte. C'est des conditions qui sont précisées dans le code de l'énergie. Il y a la référence à ce niveau-là. Voilà. On arrive, je vous rassure, on arrive au 7.3. Il n'y a plus que le 7.4 et le 8. Après, on pourra passer à la partie complément de rémunération. Modalité de versement du complément de rémunération, il est versé mensuellement. Le chapitre facturation et paiement précise le rôle de d'EDF, obligation d'achat et de l'ACRE. Et grosso modo, l'ACRE a 4 semaines pour calculer les prix des références de rémunération des kilowattheures injectés. Donc ça, on va revenir après, donc selon les prix observés sur le marché. Donc 4 semaines, et après, le producteur peut ensuite calculer et facturer son complément de rémunération. Donc attention. Donc, l'ACRE, déjà, va calculer les prix de référence et après, ce sera quand même au producteur de faire son calcul. Alors, le producteur, je pense, aider par son navigateur et après de facturer le complément de rémunération. C'est pas EDF-OA qui va vous dire, OK, voici les factures et à vous me l'envoyer en quelque sens. C'est vraiment quelque chose qui doit être fait par le producteur ou les personnes qui vont travailler avec ce producteur. Modalité de résiliation, si le producteur décide de résilier, comme pour l'obligation d'achat, il faudra rembourser les sommes perçues mais actualisées, avec possibilité aussi de mémoire de pénalité. Et après, contrôle en sanction, en gros, il y a des contrôles qu'il faut respecter, contrôle initial et contrôle périodique selon le type de bâtiment, donc là aussi la partie électrique. Et ça inclut aussi des contrôles sur d'autres règles qui sont plus larges. Donc tout ça, j'ai été creuser un peu les textes qui sont précisés ici au 8.1. Et vu qu'on est dans un bâtiment, pour faire simple, qui obtient une aide d'État, il faut que l'activité dans le bâtiment aussi respecte d'autres règles. Et il y en a une, notamment, je l'ai trouvée assez intéressante parce qu'on sort concrètement là du cadre obligation d'achat ou appel d'offres simplifié ou photovoltaïque. En gros, s'il y a du travail dissimulé et que le producteur se fait choper, il perd aussi son... Alors là, pour le coup, il y aurait sûrement des sanctions, clairement, prévues par l'État et la perte aussi du contrat. Et donc voilà, s'il y a des déclarations frauduleuses, alors oui, trichez pas. Non-respect d'obligation, soit si vous n'êtes pas lauréat, il n'y a pas lauréat, il y a des sanctions pécuniaires, et si vous êtes déjà lauréat, suspension, résiliation du contrat, remboursement des sommes perçues, etc., etc. Voilà, et pour terminer, les annexes, parce que c'est toujours intéressant de savoir quelles sont les annexes qu'on a envie de lire, celles qu'on n'a pas envie de lire. La première, la méthodologie d'évaluation de carbone simplifiée, je ne l'ai pas lu en détail, mais j'ai regardé quand même, je parcours en diagonale, c'est la même que pour l'obligation d'achat. J'ai regardé les tableaux des valeurs aussi, ça a l'air d'être les mêmes. Et puis bon, sinon, je pense qu'on aurait entendu un bruit de la fière qui est admissible, ça change du jour au lendemain. C'est vrai qu'après, refaire une nouvelle méthode de calcul comme ça, on a vu ce que ça a donné, je crois que c'était en 2024, 2023-2024. Ça prend du temps à mettre en place, donc on reste sur la même méthode. Le modèle pour les garanties financières, alors ça c'est super important, parce que si vous ne respectez pas ce modèle-là avec votre banquier, le projet ne sera pas éligible. Rappel du fonctionnement du dépôt dématérialisé de l'offre, oui, c'est une petite page qui n'est pas forcément utile, ça rappelle qu'il faut utiliser potentiel, voilà, à mon avis, ça sera aussi dit sur la plateforme. Modèle de dérogation de signature, en effet, si ce n'est pas le producteur qui dépose le dossier, il faut respecter l'annexe 4. Et puis l'annexe 5 n'est pas forcément très lisible, je trouve. Je préfère, moi, comment je l'ai résumé, mais voilà, qui récapitule qui contacter et comment en cas de modification du projet. Ouf. Vous êtes toujours avec nous? Je vous assume. Oui, il y a quelques questions, Nicolas. Tu peux boire un coup, souffler 2 minutes. Et... je veux bien. Je vais remplir ma bourse, c'est juste à côté. J'arrive. Ouais, j'ai bien compris. Voilà, j'espère, enfin c'est dit, il faut parler assez vite pour avoir le temps de tout faire, mais aussi être éligible. Pourquoi le qualifié donc ça, c'est bon, la question, on l'a eu. Les principales différences en l'AOS et l'AO creux supérieur. Ça, on va le voir tout à l'heure. Ouais.
Moi, Alors, j'avais une question, c'était sur oui, dans le cadre de l'autoconsommation, on a les 1100 heures, est-ce qu'elles concernent que le surplus injecté? j'y arrive après. Alors, c'est là toute la subtilité. Oui, c'est les, c'est les 1100 heures, en effet, des volumes, des volumes, en effet, injectés, enfin, des volumes qui vont être comptabilisés par comment on s'appelle? Gestionnaire. Pas le gestionnaire, mais le garant, enfin, le gestionnaire d'équilibre. Voilà, et donc, oui, en effet, ce sont les heures comptabilisées, desquelles sont déduites l'autoconsommation individuelle et l'autoconsommation collective. Ok, très bien. Mais donc, en gros, les 1100 heures, il ne faut pas les voir comme des heures, genre, ah tiens, j'ai produit de 8h à 20h, donc ça fait 12 heures. Il faut se dire, c'est en gros la production de l'installation divisée par sa puissance nominale. Ok. Il faut plutôt le voir comme ça. Où est la simplification par rapport aux AOCRE classiques? Alors, je n'ai pas relu l'AOCRE classique. Par contre, j'ai lu la délibération de la CRE. C'est vrai qu'on se demande, c'est quand même assez complexe pour un appel d'offres simplifié. Il y a des simplifications sur le nombre de pièces à fournir. Il y a plus d'une dizaine de pièces, je crois, dans les appels d'offres. Donc ça, c'est une simplification qui est bien. Après, une simplification qui est moins bien, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de famille. C'est-à-dire que là, on va comparer, et ouais, j'aurais peut-être dû insister tout à l'heure dessus, mais on va comparer de la même manière une ouvrière qu'un bâtiment, qu'une école, donc avec qu'un hangar, qu'un dépôt. C'est vrai. Et donc avec des coûts de structure qui sont différents, des coûts liés à la sécurité des usagers, la sécurité électrique qui sont différents. Et ça, c'est certes une simplification, mais c'est pas une simplification pour les entreprises, c'est pour le marché. Euh... Jérôme dit qu'en état français simplifié, c'est toujours plus compliqué après. D'autres simplifications que j'ai en tête, oui, alors une simplification enfin, qui n'en est pas une, c'est qu'il n'y a pas de bonus accordé pour les projets citoyens, alors que c'est le cas dans l'appel d'offres classique. Alors ça, les différents acteurs qui ont participé aux discussions, si on peut appeler ça une discussion, avec l'État l'ont mis en avant, mais le souhait de l'État, c'est quand même d'avoir un outil qui sorte rapidement, parce que je pense qu'ils voyaient les volumes arriver encore sur l'obligation d'achat, et ils se disaient, mais qu'est-ce qu'on va, voilà, ça va nous coûter cher, en gros. Oui, en effet, merci, il n'y a pas de business plan à fournir aussi. Donc je reviens en fait sur cette simplification, là, il y a une première version du texte, la porte est quand même ouverte pour qu'il y ait une négociation, pour pouvoir ajouter petit à petit en fonction de comment va se passer cette première session de dépôt, cette première session d'appel d'offres, pour peut-être ajouter, ce serait bien des bonus, ou en tout cas une prise en compte au moins aussi, donc des bonus liés à la partie citoyenne, et j'aimerais bien aussi que cette différenciation entre les différents bâtiments qui n'ont pas forcément voilà, les mêmes coûts et les mêmes obligations derrière soient prises en compte. Ok. Tu continues? Parce qu'il est Je vois 11h20. qu'il y a une question, ouais, une question Ah, contractualisée avec un agrégateur. Bah, clairement, c'est pas écrit, vous devez contractualiser avec un agrégateur, mais vu que c'est quand même assez complexe, enfin, il faut quand même avoir quelqu'un qui réussisse à mettre sur le marché. Et on va le voir juste là, après. Pour ce replay, nous avons décidé de réenregistrer cette partie, car le complément de rémunération et le prix négatif sont des éléments importants. Il y avait d'ailleurs une ou deux coquilles qui nous a semblé vraiment importantes de corriger. Premier point, le complément de rémunération. Le producteur a estimé via le tarif T, qui sert à la notation, comment il allait pouvoir couvrir ses coûts et obtenir une rémunération qui serait intéressante. En réalité, la première rémunération du producteur, c'est la vente sur le marché de l'électricité de sa production via un agrégateur, et éventuellement, l'agrégateur, s'il arrive à accumuler différentes puissances, peut aussi, lorsqu'il y a des pics de consommation, s'engager à dire qu'il a la production disponible. Ce qu'on appelle le mécanisme de vente de capacité. Ce marché de la capacité n'est pas forcément très intéressant pour le photovoltaïque car ses pics de consommation sont en hiver et comme vous le savez, c'est pas la période de l'année sur laquelle on a une production photovoltaïque la plus importante. Par rapport à ça, l'État, lui, va regarder la réalité du marché. La réalité du marché, en fait, ça va être les prix spot moyens positifs, on l'a vu plus tôt. Les prix spot, c'est les prix sur le marché de l'électricité et les prix des enchères du mégawattheure qui sera livré le lendemain. Donc chaque mois, on va faire la moyenne de ces prix spot, moyens positifs, parce qu'il y a aussi
on le verra après, des heures pour lesquelles les prix sont négatifs, et va éventuellement prendre en compte la rémunération de la capacité. C'est ce qu'on retrouve ici dans la formule. Nous avons bien une somme sur 12 mois, une somme des volumes injectés EI aux heures quand le prix spot est positif, donc c'est tout ce qui est injecté, tout ce qui est injecté et pris en compte par le responsable d'équilibre, de la obligation d'achat, et ça veut dire que si c'est pris en compte par le responsable d'équilibre, ça veut dire qu'on a bien sûr enlevé ce qui a servi l'autoconsommation individuelle, l'autoconsommation sur place, et ce qui va être partagé dans le cadre de l'autoconsommation collective. Ces volumes sont financés à un tarif T, qui était demandé par le producteur, et en réalité, on va considérer que ces volumes ont été rémunérés sur le marché par justement ces prix spot moyens. C'est ce qui est noté ici, ce gain du marché spot. La deuxième partie de la formule, entre parenthèses, correspond au gain éventuel du marché de capacité. Et alors ça, c'est quelque chose, comme je dis, qui n'est pas forcément très présent dans le photovoltaïque, mais qui est aussi pris en compte ici éventuellement. Et donc on le voit, le complément de rémunération, si on oublie cette partie capacité, c'est juste la différence entre la rémunération qui est souhaitée par le producteur, donc les volumes qui sont rémunérés au prix T, moins les volumes qui ont été rémunérés, on va considérer par rapport à la moyenne, au coût moyen observé sur le marché. Ce qui veut dire que là, si on a un agrégateur qui a réussi sur un mois à négocier les mégawattheures produits avec une offre, une rentabilité supérieure à celle des prix moyens, il y a un gain, d'où l'importance aussi de bien choisir un agrégateur. Et je vais faire une petite parenthèse ici parce que c'est important, il y a bien une différence entre agrégateur et responsable d'équilibre. Agrégateur, c'est l'acteur tiers qui va lui vendre l'électricité sur les marchés de l'énergie, et le responsable d'équilibre, c'est l'acteur qui a un engagement, assure son périmètre, en gros d'équilibrer l'offre et la demande. Et cet équilibre d'offre et de demande est très important, on va le voir juste après. Pourquoi il est important? C'est justement lié à la notion de prix négatif. Les prix négatifs, donc il y a des heures pour lesquelles ça coûte d'injecter de l'électricité dans le réseau, justement pour des questions d'équilibre d'offre et de demande. Trop de production à un certain moment, il faut avoir un impact sur les réseaux, quelque chose qui coûte, et c'est pour ça qu'il y a des moments où les prix d'injection sont négatifs. Ces prix négatifs sont de plus en plus présents. Là, actuellement, en 2025, on est déjà à plus de 430 heures à prix négatif. Et en 2024, on était à 352 heures. Donc l'État, pour justement gérer cette problématique et pour éviter qu'il y ait d'injection lorsqu'il y a déjà trop de production qui va sur le réseau, veut inciter les producteurs à ne pas injecter, tout simplement en mettant en place une prime. Et comment cette prime est réfléchie? Déjà, on va estimer entre 8 et 20 heures, est-ce qu'il y a eu des prix spot négatifs? Si oui, et si on a eu de plus de 15 heures par an, on a vu que là, sur 2 années, 2024-2025, ce sera le cas, et une prime qui est créée justement pour inciter à ne pas injecter. Et cette prime, ça c'est extrêmement important, c'est un calcul théorique qui correspond à la rémunération des kilowattheures qui aurait été injectée au tarif de demande. Et ces prix négatifs, en fait, quand est-ce qu'on les observe? Et là, on peut le voir sur les graphiques. Sur le premier graphique en haut, plus c'est bleu, plus c'est foncé, plus il y a de prix négatifs. On voit que c'est en avril et mai que c'est le cas. Et le graphique d'en dessous souligne les laps de temps horaires sur lesquels on a justement des prix négatifs. Et ces prix négatifs sont observés avec un pic entre midi et 16h, et sinon entre 11h et 17h. Donc clairement, il y a une vraie corrélation entre production photovoltaïque et observation de prix négatifs. Ce qui va justement expliquer cette prime. Et donc cette prime, on retrouve ici, dans le premier terme, c'est le facteur de charge. L'État considère que sur toutes les heures sur lesquelles on aura observé des prix négatifs, les installations auront produit à la moitié de leur puissance maximale. Donc c'est pour ça, quand je dis bien que l'État considère qu'il va rémunérer l'ensemble des kilowattheures qui auraient été injectés. Donc, on est à moitié de la puissance maximale, donc en quelque sorte, si on fait le calcul, le facteur de charge 0,5, c'est production réelle divisé par la production à puissance nominale, multiplié par la puissance nominale, donc on revient tout simplement, en quelque sorte, sur une production réelle. Tout ça multiplié par le tarif qui était demandé
dans le cas de la notation, et fois le nombre d'heures de prix négatif. Bien sûr, cette prime est conditionnée à un comportement de l'installation. Pour ça, vu que c'est une prime pour inciter à la non-injection, il y a justement vigilance à ce qu'il n'y ait pas d'injection qui soit faite, et les conditions sont les suivantes. La première, si le prix de marché est compris entre 0 et moins 10 centimes euros du mégawattheure, attention à ne pas confondre avec moins 10 euros du mégawattheure, c'est bien moins 10 centimes d'euros du mégawattheure. Alors, c'est un prix d'injection qui est négatif mais qui reste faible, donc il y a la possibilité d'injecter, mais attention, les kilowattheures qui ont été injectés ne peuvent pas être affectés à une opération d'autoconsommation collective, sinon ils seraient à la fois rémunérés par la prime et rémunérés par l'autoconsommation collective. Ça, c'est pas possible. Et au-delà, si le prix est encore plus bas, et bien là, on considère qu'il n'y a absolument pas de possibilité d'injection. Un petit récapitulatif des 7 différences, on va dire, entre obligation d'achat et un peu plus que 7, mais et appel d'offres. En quelque sorte aussi un petit résumé. On passe par une plateforme potentielle, nécessaire, une disponibilité sur un temps précis, donc on peut répondre entre le 22 septembre et le 2 octobre. Et donc là, c'est plus un guichet qui est ouvert, c'est un guichet qui est restreint pendant des périodes spécifiques. On est bien sur des bâtiments et des ombrières. Attention, comme j'ai dit au début, sur les stabulations, certes pour loger le bétail, mais pour les volailles, là, il faut bien vérifier dans les définitions que le projet correspond ou pas. Et les notions de hangar est dispatché d'un côté avec ces stabulations pour loger le bétail et les autres activités qui sont comprises dans la définition d'ombrière. Il y a les notions d'auteurs qui sont arrivées, qu'on va prendre en compte dans l'autorisation d'urbanisme, l'ISO 9001 et 14001 pour les fabrications de modules, les fabricants de modules et onduleurs, et bien sûr, décidément, j'ai du mal avec ma souris, et bien sûr, toute la logique de complément de rémunération et le gros focus sur le tarif d'achat qui est demandé. Donc, toujours, c'est de réfléchir à avoir un projet qui soit le plus rentable possible et en quelque sorte, moins on a besoin d'une aide d'État, plus on a de chance de répondre à l'appel d'offres. Il y a des variations aussi, donc des choses qui sont présentes dans l'obligation d'achat, mais qui sont un petit peu différentes. Le délai d'achèvement, c'est 34 mois après la date de désignation du lauréat, donc c'est un peu la date à avoir en tête maintenant, et c'est plus la date de demande complète de raccordement, c'est 36 mois de mémoire de l'obligation d'achat. Il y a, et ça c'est le bienvenu, la possibilité d'abandonner le projet si le coût de raccordement est supérieur à 25 centimes d'euros du watt-crête ou 250 euros du kilowatt-crête, après réfaction, ou un délai supérieur à 24 mois, ou suspension de traitement en cas de révision du ZES3R ENR. Pas de vente avant la prise d'effet du contrat, ça aussi, c'est pas possible. Et un plafonnement qui est certes de 1100 heures, mais auquel on soustrait la moitié des heures à prix négatif. Et l'indexation K n'est plus appliquée de facto, il faut en faire la demande. Et ce qui est repris, donc les notions reprises, on a les critères d'implantation, la notion de puissance Q, la notion de nouveauté d'installation, et vu que je vois une puce et qu'il n'y a rien à côté, je me dis que malheureusement sur mon logiciel, il y a autre chose qui s'est effacée aussi. C'était tout, je crois. Et dans les principes d'organisation aussi qui ont été repris, le montant de la garantie financière, le bilan carbone, qui est le même, la transmission de l'attestation de conformité et l'achèvement. La modification de nature d'exploitation, c'est aussi c'est toujours possible de la même manière. La notion de qualification et de certification de l'installateur, également, ça n'a pas changé, c'est le même référentiel. Et aussi la possibilité de résiliation, mais à un coût, avec le remboursement de ce qui a été reçu, et tout ça indexé. Voilà. Ah oui, et dans ce qui est repris aussi dans les principes d'organisation, il y a le non-cumul des aides, bien sûr. On a vu aussi pas être une entreprise en difficulté, la règle de Degendorf, etc. Des choses qui sont arrivées, mais assez spécifiques, mais qui sont également repris de l'obligation d'achat. Tu peux nous montrer c'est ça, le calendrier du coup, qui est important pour qu'on ait bien ça à l'esprit. Exactement. Je suis pas un pro des calendriers, etc. Mais l'idée, c'était de vous présenter les choses. Je mets le focus vraiment sur la date de désignation des lauréats, qui intervient 4 semaines après la période de dépôt des offres. C'est à peu près 10 jours. Enfin, à peu près 10 jours, parce que c'est entre la 22 septembre et 2 octobre, ça fait 10 jours. Avant cette période de dépôt des offres, il faut avoir l'autorisation d'urbanisme, parce que c'est une pièce qui sera demandée, et la garantie financière, c'est une pièce qui sera demandée aussi.
Et j'aurais pu l'ajouter d'ailleurs, si vous passez par la caisse des dépôts et de consignation, il faut prévoir 30 jours pour avoir la garantie financière. C'est pour ça au début que je disais, certes, je vous fais cette présentation-là, mais clairement, sauf si vous avez, et je vous le souhaite d'ailleurs, d'avoir déjà votre garantie financière et cette autorisation d'urbanisme, sauf si, enfin, à moins de les avoir, si vous ne les avez pas maintenant, c'est difficile de, quoi que 22 septembre, si vous passez par un organisme bancaire où il y a moins de délai, c'est peut-être possible, parce que c'est aussi possible, hein. Pour la garantie financière, il n'y a pas que la caisse du dépôt et de consignation. Non, mais ce sera la course. Pardon? Ce sera une bonne course. Ouais. Ouais, voilà, c'est un peu une bonne course. Exactement. Et sinon, hein, toujours, si vous avez des projets là en soupçon, il y a quand même toujours j'allais dire un appel d'offres, un arrêté tarifaire qui existe jusqu'au 21 septembre soir. Alors après, voilà, jusqu'à la date, avant le 22 septembre. Donc, c'est la date complète de raccordement qui fait foi. Donc, après la désignation des lauréats, vous avez 3 mois pour faire la demande de raccordement sur le site des gestionnaires de réseau. Sur la plateforme potentielle, il faut informer justement que le raccordement a été fait avec le numéro de l'offre. Ensuite, réalisation. Et l'autre point clé, c'est l'attestation de conformité qui va être qui va permettre de valider que le projet a été fait. Attestation de conformité réglementaire qui est à transmettre 34 mois après la date de désignation des lauréats. Et si ça dépasse, c'est la garantie financière qui va être récupérée par l'État. Et il y a possibilité, bien sûr, d'avoir des allongements de délai, et après ça, mise en service. Eh oui. Je vais faire le petit résumé. Hein. C'est un petit souffle en même temps là-dessus. Avec ce qu'on vient de voir en résumé, ce qu'on peut retenir, c'est que sur l'AOS, ça concerne les installations qui sont sur bâtiments et ombrières, avec les spécificités qui ont été vues tout à l'heure. Ça ne concerne que la France métropole continentale. Voilà. Que c'est pour toutes les personnes physiques ou morales. On l'a vu sur le focus avec l'évolution et les compléments de rémunération qu'on a du coup aussi une plateforme potentielle, que la puissance, elle se situe bien entre 100 kg et 500 kW crête, qu'on a un bilan carbone qui est exigé, qui doit être inférieur à 740 équivalents CO2 par kW crête, qu'il nous faut, et là on était dessus sur une obligation d'avoir l'autorisation d'urbanisme et la garantie financière avant de déposer le dossier, notamment là le 22 septembre. Et bien sûr, la notation qui se fait uniquement, donc ça c'est aussi une différence avec les AO creux qu'on avait vu tout à l'heure. Celle-ci, elle va se faire uniquement sur le tarif d'achat demandé qui doit être du coup inférieur à 95 € le mégawattheure. La suite, du coup, les questions qu'on s'est posées, c'est quoi les notations pour 2026? Ça, c'est les sujets, on va dire, en suspens, pour rajouter un petit peu. C'est qu'on ait un peu plus d'éléments sur ce qu'on appelle les critères de résilience. Qu'on ait aussi des notions sur le tarif, quelle va être la prochaine communication du plafond. Et donc ça va dépendre finalement du retour d'expérience du 22 septembre. Et aussi une question importante, voire fondamentale, c'est quoi le volume qui sera alloué sur le prochain appel d'offres dit simplifié. Voilà, ça c'est les 4 points encore en suspens aujourd'hui. Ok. Est-ce qu'on peut prendre du temps encore? Alors, de toute façon, comme dit, hein, on aura des questions. Merci, mais merci encore de votre participation. Merci pour toutes les questions. J'ai hâte de tout relever, de voir ce qu'on a On va s'amuser là. On peut engager pour ça. Ouais, c'est sûr. On demande un tarif de vente inférieur à 9,5 centimes d'euros par kilowattheure. À quoi correspond alors le complément de rémunération? Ça correspond enfin déjà, il faut être sûr. Il faut être sûr d'être retenu dans l'appel d'offres. Et le complément de rémunération, c'est par rapport à justement à ce tarif que vous avez demandé. Le T dans la formule de complément de rémunération, et je vais revenir dessus. Donc là, je réponds à une question que j'ai vu passer, qui me semble, comme toute très importante, mais celle-là, si elle est posée, c'est que je pense ne pas avoir été assez clair. Le T ici,
dans la formule du complément de rémunération, c'est pas le 95, c'est la rémunération que vous souhaitez. Si vous dites, moi c'est bon, si mon surplus, 2 centimes, c'est jouable, et ben ça sera ce 2 centimes. Ce sera pas le 9,5 centimes d'euros par kilowattheure. Il y a une question qui est revenue plusieurs fois de la part de Farouk et qui n'avait pas été posée. C'est quels sont les documents à fournir à EDF-OA pour percevoir le complément de rémunération? Est-ce qu'il faut la production d'horaires ou mensuelle, les factures de l'agrégateur? Alors ça n'a pas été, c'est pas de mémoire, c'est pas précisé dans le document. Quand je reviens sur cette, alors l'élément qui va être nécessaire, mais ça c'est quelque chose qui va être, c'est que EDF-OA lui va pouvoir comptabiliser. En fait, c'est le nombre. En gros, c'est ses heures où le prix spot est positif, mais c'est le volume que lui il a reçu, parce que EDF obligation d'achat, il est certes co-contractant, c'est lui qui va apporter, enfin qui va fournir, enfin gérer le complément de rémunération, c'est peut-être pas lui qui paye directement, je sais pas. Mais en tout cas, c'est lui aussi le responsable d'équilibre. Et c'est ça que je cherchais le mot tout à l'heure. C'est pas gestionnaire d'équilibre, c'est le responsable d'équilibre. Et donc le responsable d'équilibre, EDF-OA, lui, il va voir du projet de Farouk, il va voir tant de kilowattheures, de mégawattheures qui vont arriver, et lui, il va devoir les gérer. Il va devoir les gérer et il va se dire, ok, sur ce mois, j'ai géré tant de production et elles ont été, normalement, elles devaient être rémunérées, je sais pas, 2 centimes, mais le marché, sur ce mois-là, je vois que le marché, la moyenne des prix sur le marché positif, c'était 1 centime. Donc, je vais payer la différence pour l'ensemble de ce volume qui a été reçu. Le T, c'est ça. Le T, c'est le prix qui est demandé dans l'AOS. C'est vrai que je me rends compte d'avoir eu tellement la tête dedans, ça me paraissait tellement évident que je ne sais pas si j'ai pris assez de temps pour l'expliquer. Le T, c'est ce qui va permettre la notation. C'est ça. Plus c'est bas, mieux on a de chances de gagner. À condition de respecter les conditions. Mais il n'y a pas de notion de moins de 10 ans où des fois dans le bâtiment, les offres les plus basses sont éliminées parce qu'on dit que c'est pas rentable. Là, l'État, il ne fait pas ça. Il dit, très bien, vous demandez peu, ok. Du coup, pendant les prix négatifs, peut-on stocker dans les batteries et vendre après? Je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, mais c'est quand même. Non. Non. Ça me semble. Je vais voir les conditions. Il y a possibilité de stocker ça, c'est clair. Mais après revendre l'électricité qui a été stockée, je ne vois pas comment ça serait accepté possible. Olivier, une idée du thé pour gagner, si tu ne demandes rien, oui. Là, je suis sûr que tu remportes l'appel d'offres. Pardon, mais non, malheureusement, en blague à part, je ne connais pas de développeur. Avant, j'étais plutôt orienté aussi, guichet ouvert et arrêté tarifaire. Donc, c'était une petite découverte aussi pour moi, l'appel d'offres simplifié. Donc là, malheureusement, on n'a pas encore ce retour. Voilà. Sébastien Morel, toutes les demandes ne seront pas acceptées. Non, il y a un certain volume. Et si ça dépasse, s'il y a trop de projets, ceux qui ont été, ceux qui demandent plus. Il y aura des éliminations, quoi, en fait. Voilà. Les moins 10 ans, du coup, seront. Alors, ce qui est donné là, voilà. Merci Marc de donner une fourchette. Mais attention, parce que là, on est vraiment sur du concours et le plus bas gagne, quoi. Et je pense qu'il y a quand même déjà des gros développeurs qui sont prêts et qui peut-être. On dépose tous à 9,5 centimes. Ouais. Ouais. Mais bon, je pense que ça sera. C'est risqué. On va pas s'avancer sur ces discussions-là. Je rappelle qu'il y a toujours un arrêté tarifaire qui existe aussi. Voilà. Donc, si pour simplet, je résume, je revends à mon agrégateur, mais que le marché ne paye plus, je reçois un complément DFOA. Je revends à l'agrégateur, l'agrégateur, il gère. Un complément de DFOA, oui, c'est ça. C'est un peu ça. Enfin, le marché paye plus, le marché va payer d'une certaine manière. Si le marché paye moins que ce qui a été demandé, là, il y a une différence. Si le marché paye plus que c'est été demandé, là, il y a cette notion de remboursement. J'ai essayé de chercher, mais j'avoue que j'ai la template du texte là et je ne saurais plus où le retrouver exactement.
après cette session d'échange, mais je me suis noté la question et je partagerai la réponse le plus rapidement possible parce que c'est un point qui est extrêmement important. Sur la question sur les critères d'offres retenues, c'est vraiment que le tarif, hein. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas d'empreinte carbone. Il n'y a pas de notation par rapport à disant... ça. C'est des critères à respecter. Ouais. On respecte les critères et après, le classement, c'est uniquement la notation. Ah oui. Bon, on a bien débordé, désolé en tout cas, mais c'est que le sujet était bien prenant. Moi, je vous propose avec Nicolas, qu'on conclue. On va vraiment prendre le soin de récolter les questions qui ont été posées, soit dans le question-réponse ou dans la partie conversation pour apporter et faire une foire aux questions pour apporter le plus de visibilité possible. Et ça, c'est important. Oui, ça a été enregistré, donc enfin, c'est pas un replay, mais vous pourrez à nouveau regarder pour se remettre ça en tête, et si c'était nécessaire. On vous remercie chaleureusement. On était à un moment donné un petit peu plus de 300 et au bout de presque 2 heures, on est encore 180, même au moment des remerciements. Donc voilà, ça montre qu'il y avait un vrai intérêt et on est ravis. Et on va renouveler ça. Voilà, c'est vraiment important et c'est ce qu'on souhaite mettre en place. On va renouveler régulièrement. On l'avait déjà fait avant l'été, ça, et on va le refaire avec Nicolas dès que ce sera nécessaire pour apporter du plus, un retour d'expérience et vous accompagner le mieux et le plus possible. Donc, Oui, un grand merci vraiment pour votre participation et merci à Michael et Lina qui ont bien aidé sur la préparation, plus que ça, même sur la préparation du webinaire pour cette animation. et puis moi, je te remercie aussi, Grenier. Ça me fait vraiment plaisir de faire ça avec toi et c'est vraiment un vrai plaisir. Donc, et on mettra à disposition la présentation également, si possible. Ça serait bien parce que je pense que d'avoir justement le sommaire expliqué à côté de l'appel d'offres, ça peut être utile pour. oui, on fera comme ça. Johan, je vais te chercher une corde. Johan, il y a toujours l'arrêté tarifaire. S'il faut. Bon, c'est vrai que forcément, c'est vrai que c'est quelque chose à appréhender. Honnêtement, les appels d'offres Sub 500, j'avais clairement, pendant plusieurs années dans Serre, j'avais clairement pas envie de les lire. Je me disais, c'est trop compliqué. Ça reste complexe, certes, mais je pense qu'il y a possibilité de peut-être. Alors, voir après comment ça va être, comment vont se positionner les gros développeurs, c'est clair. Ça, c'est toujours. Il y a ceux qui maîtrisent déjà, qui risquent d'être forts, mais il y a toujours la solution, je pense, en autoconsommation et de trouver des acteurs qui sont pertinents pour vous accompagner sur ce genre de Il y projet. a une clé, c'est sûr, c'est l'autoconsommation et l'optimisation de son autoconsommation le plus possible. Voilà, ça fait des années qu'on en parle ou qu'on était sur le sujet, mais je crois qu'avec la sortie de ce projet et de cet AOS, c'est la confirmation qu'il est important de piloter et de bien maîtriser son autoconsommation. Ok. Donc merci, bon appétit à tout le monde, Oui, et merci. puis Merci à vous. au plaisir de vous retrouver tous prochainement en webinaire ou bien dans nos bureaux respectifs ou dans des salons. Ouais, ça À très marche. bientôt. À Merci. bientôt. Au revoir. Je reste en ligne. Hein. Me posez pas de questions, s'il vous plaît. Je vais juste tout relever, toutes les questions que vous avez Ouais, je posées. reste avec toi. J'ai coupé ma caméra. Encore merci à tous. Et puis, bonjour Mathieu. J'ai vu que c'est Sandrine Olivier aussi qui était passée. Je n'ai pas vu tout le monde, mais en tout cas,